Bien. J'ai intérêt à bien me tenir après cette présentation extrêmement élogieuse. Donc je viens vous parler ce soir des colonnes infernales, en particulier, et ça touche à la question du génocide dans la mesure où dans mon premier ouvrage, j'expliquais que la période des colonnes infernales était indiscutablement un crime de génocide. On reparlera peut-être de mon parcours un peu plus tard. Peut-être qu'il faut rentrer tout de suite dans le vif du sujet et voir pourquoi c'en est un et ce que ça signifie de dire que c'en est un. Alors, je dirais les colonnes infernales, c'est une affaire criminelle. C'est une affaire criminelle et je le dis parce que je l'analyse à partir du droit pénal international. La problématique historique que ça pose et qui est encore débattue, c'est est-ce que c'est un général fou, sadique, qu'on a laissé la bride sur le cou et qui a fait n'importe quoi, qui a causé ce massacre? Alors, on ne sait pas exactement combien de morts, mais enfin, ce serait plusieurs dizaines de milliers jusqu'à 50 000. Le chiffre de 40 000 étant peut-être le plus vraisemblable. Donc c'est une affaire criminelle et je ne pense pas que ce soit une affaire dans laquelle un général, en quelque sorte, aurait tout fait dans le dos du gouvernement. Mais je crois qu'au contraire, on peut démontrer, et justement à partir de la méthode du droit pénal international, qu'il a bien agi sur ordre du gouvernement révolutionnaire parisien, et donc d'une manière qui dépasse très largement son seul cadre militaire. C'est pour ça que je dirais que c'est une affaire criminelle politico-militaire. Ça n'est pas une affaire purement militaire. Si c'était une affaire purement militaire, ce serait un crime de guerre. Par exemple, Oradour-sur-Glane, n'est-ce pas, c'est un crime de guerre, c'est une troupe nazie qui massacre un village entier, mais il n'y a pas eu de massacre général de la population française dans le cadre d'une politique prédéfinie. Donc là, si vous avez trois étapes, trois types de crimes. Le crime de guerre, violation des lois et coutumes de la guerre. Le crime contre l'humanité, ça peut être les mêmes actes, mais alors dans le cadre de ce qu'on appelle une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et vous avez le crime de génocide, qui est la même chose que le crime contre l'humanité, mais avec en plus une intention particulière, c'est-à-dire qu'on massacre les gens non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Alors, par exemple, les massacres que les nazis ont entrepris, il y a eu des massacres de masse contre les Russes, les Ukrainiens et les Polonais, mais c'était essentiellement pour éclaircir la population de manière à permettre une colonisation allemande à l'Est, le fameux espace vital. Donc c'était pour leur voler leurs terres, essentiellement. Ça n'a pas été reconnu comme crime de génocide, mais ce sont des crimes contre l'humanité, à l'évidence. Alors, voyons donc d'abord une criminelle affaire. Je vais essayer de vous expliquer un peu quelques petites choses sur le droit pénal international, sans faire un cours de droit pénal, bien sûr. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est la différence entre la criminalité individuelle et la criminalité de masse. Parce que ça n'est pas la même criminologie et ça n'est pas le même droit. Criminalité individuelle, Dupont tue Durand. Pour savoir que Dupont a tué Durand, il suffira généralement de voir comment Durand a été tué. Un coup de couteau, un coup de pistolet, on va retrouver des empreintes digitales sur le couteau, on va faire une analyse balistique à partir du pistolet, et on va remonter de Durand vers Dupont. Il y a, si je reprends cette image des mathématiques modernes que j'ai tellement détestée, une espèce de relation bijective entre Durand et Dupont. On remonte de la victime au meurtrier. Dans la criminalité de masse, ça n'est pas la même chose. Vous avez un collectif de bourreaux d'un côté, un collectif de victimes de l'autre, sans lien entre les bourreaux et les victimes individuellement. C'est-à-dire que, si je prends toujours le génocide, qui est en quelque sorte, non pas le maître étalon, mais qui est le plus connu, qui est la Shoah, vous avez un collectif de bourreaux qui va de Hitler
jusqu'au dernier SS dans un camp de concentration, et même y compris d'ailleurs un certain nombre de détenus qui, vous le savez, étaient forcés de participer à l'extermination pour sauver leur vie pendant peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Hein. Donc vous avez vraiment, ça va de très très haut jusqu'à très très bas, en passant évidemment par tous les échelons intermédiaires, Himmler, chef de la Waffen-SS, bon, Heydrich, lui, a été tué plus tôt, mais vous avez toute une hiérarchie. D'un autre côté, un collectif de victimes qui sont bien tous ces juifs que l'on a raflés, mis dans des trains et envoyés dans les camps pour les faire exterminer. Si on avait essayé à Nuremberg, puisque je vous rappelle, le mot de génocide a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale donc par un juriste polonais d'origine juive qui avait réussi à fuir aux États-Unis, toute sa famille a été massacrée, et c'est lui qui a créé le concept de génocide qu'il aurait voulu voir intégré dans le statut du tribunal de Nuremberg, donc il devait juger les criminels nazis. Ça ne s'est pas fait pour des raisons que j'explique dans un de mes livres, et donc à l'époque on ne parle que de crimes contre l'humanité dans une variante particulière qui est l'extermination. Et c'est justement à la suite du tribunal de Nuremberg, où on s'est rendu compte que c'était vraiment un crime très particulier, qu'on a sorti l'extermination d'un groupe national, racial, ethnique ou religieux comme tel, pour lui donner une dénomination particulière. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne connaissait pas ce crime avant. Hein. La convention, le tribunal de Nuremberg ferme ses portes en 1946, et la convention commence à être négociée immédiatement après, et elle est, ce qui est un cas, je crois, presque unique dans les annales de l'ONU, réalisée en 2 ans, en 1948. En 1948, le crime de génocide est défini, et ce qui est très intéressant et très important, c'est qu'il est défini comme un crime du droit des gens. Alors l'expression ne vous dit peut-être rien, mais le droit des gens, c'est l'expression qui désigne le droit international coutumier, la coutume immémoriale. C'est-à-dire que nous sommes habitués, évidemment, en France, à n'avoir que des lois qui sont publiées au journal officiel, des lois écrites. Mais d'abord, ça n'est que notre cas de pays de droit dit romano-germanique, mais tous les pays dits de common law, notamment les anglo-saxons, se fondent beaucoup plus que nous sur la coutume et le précédent. Et le droit international se fonde largement sur le précédent et sur la coutume. Alors très souvent, on essaye de codifier ça. Et ça prend parfois un temps énorme. La première convention sur le droit de la mer, qui est aussi un droit, le droit des gens, un droit coutumier, il a fallu 20 ans. Et il a fallu encore 20 ans pour, même plus que ça, parce que la première convention c'est 58 et la deuxième c'est 82, pour modifier cette première convention. Là, la convention sur le crime de génocide, 2 ans. C'est dire qu'il y avait quand même, et c'était à l'époque de la guerre froide, hein, c'est dire qu'il y avait quand même un consensus assez général sur le fait qu'on avait toujours considéré que massacrer toute une population, femmes, enfants, vieillards compris, c'était un crime abominable. Simplement, au XVIIIe siècle, on ne l'appelle évidemment pas génocide, on l'appelle barbarie. On l'appelle barbarie, mais il est intéressant de voir qu'un auteur de l'époque, qui est Gracchus Babeuf, va forger le néologisme populicide, qui est d'abord un adjectif, mais qu'on trouve aussi sous sa forme substantive, qui veut dire génocide. Simplement, génos, c'est du grec, et populus, c'est la même chose en latin. Alors évidemment, on peut dire que populicide, c'est plus joli que génocide, parce que c'est deux racines latines, alors que génocide, il y a une racine grecque et une racine latine. Enfin, sociologie aussi, et télévision aussi, donc on peut admettre qu'on peut mélanger du grec et du latin. Donc, imaginons qu'au tribunal de Nuremberg, on est accusé, par exemple, le maréchal Keitel, ceux qui étaient au tribunal de Nuremberg, leur dire vous avez tué 6 millions de juifs. L'avocat aurait fait écoutez, donnez-moi les noms, prénoms, date et lieu de naissance des 6 millions en question et démontrez-moi dans quelles conditions mon client aurait assassiné la liste de personnes que vous me donnez. Et évidemment, on n'aurait rien pu prouver. Il est bien certain que ni Hitler, ni Himmler, ni les responsables nazis ne connaissaient les gens qu'ils ont fait massacrer. On les raflait et on les massacrait. Mais évidemment, à part peut-être, même certainement, au dernier étage de la chaîne, c'est-à-dire celui qui mettait les cristaux de Ziklombé dans la chambre à gaz, il n'y avait pas de contact entre les bourreaux et les victimes.
Donc vous comprenez bien que quand on est dans cette situation-là, on ne peut pas utiliser la criminologie traditionnelle, c'est-à-dire l'approche dite individualiste de la culpabilité. La culpabilité doit s'imputer d'une autre manière. C'est là que le tribunal de Nuremberg a fait un grand progrès. Il a utilisé la notion d'organisation criminelle. Alors, organisation criminelle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une adaptation, là encore, du droit des gens, du droit international coutumier, qui connaissait la notion de piraterie. Et la manière dont on jugeait les pirates, c'était si vous vous êtes engagé sur un navire pirate, c'est pour commettre des actes de piraterie. Or, la piraterie est un crime capital. Donc, si on vous prend sur un navire pirate, sauf à démontrer que vous y avez été engagé de force ou que vous étiez, par exemple, la prisonnier d'une présente attaque des pirates, si vous êtes sur un navire pirate, vous êtes un pirate et par conséquent, on pend tout le monde haut et court, du capitaine jusqu'au dernier mousse. Le seul fait que vous soyez sur le navire pirate montre que vous êtes un pirate. Si je prenais une métaphore, alors ça c'est vraiment l'origine de la notion d'organisation criminelle. Il y a aussi une autre notion en droit anglo-saxon, en common law, qui est la notion dite de conspiracy, donc de conspiration, qui avait été beaucoup développée notamment en Angleterre, à la suite, n'est-ce pas, des conspirations à l'époque de Henri VIII, d'Élisabeth Ier, où il y avait eu une certaine résistance armée catholique contre les rois d'Angleterre, y compris pour faire sauter le Parlement. La fameuse conspiration des poudres, par exemple. La notion de... Nous dirions peut-être aujourd'hui une association de malfaiteurs associée à une entreprise terroriste, par exemple. Ce serait un peu ça. Mais bon, on ne va pas faire du droit comparé. Mais donc la notion d'organisation criminelle, c'était quoi? Le tribunal de Nuremberg a désigné un certain nombre d'organisations, par exemple la Waffen-SS, l'Oberkommando der Wehrmacht, donc le haut commandement, le grand quartier général allemand, le gouvernement du Reich et les hautes sphères du parti nazi, en disant si vous avez été membre de ces organisations-là, vous deviez savoir, je dis la Waffen-SS parce que c'est elle qui gérait les camps d'extermination. Si vous vous êtes engagé dans la Waffen-SS, vous saviez ce qui se passait à Auschwitz, et si vous vous y êtes engagé, vous avez donc une part de responsabilité dans ce qu'on y a fait. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes automatiquement coupable, mais et ça ne renverse pas vraiment la présomption d'innocence, puisqu'il y a quand même il y a trois éléments. Il y a d'un côté un projet criminel, il y a un groupe humain, un projet criminel, et l'adhésion de la personne accusée au projet criminel. Et c'est ce troisième point qu'il faut démontrer dans le procès pénal. C'est-à-dire que, certes, j'étais membre de la SS, mais je n'ai pas eu le choix parce que on peut se défendre de cette manière-là. Donc, il y a quand même une présomption d'innocence, mais c'est une présomption d'innocence qui consiste à démontrer que l'on n'a pas adhéré au projet criminel, qu'on n'en avait pas connaissance. Bon. La notion d'organisation criminelle n'a pas été reprise en tant que telle dans les tribunaux pénaux internationaux que l'ONU a institués. Donc dans les années 90, vous avez eu la guerre civile en Yougoslavie et notamment le massacre de Srebrenica, qui a été reconnu comme crime de génocide, et vous avez eu le Rwanda, également crime de génocide. Le Cambodge, il y a eu 2 génocides qui ont été reconnus l'année dernière par les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens. Et là, on n'a pas pris la notion d'organisation criminelle parce que cette notion d'organisation, au fond, était très liée au fait que l'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale était déjà un pays développé avec un haut degré d'organisation, capable de mettre en place des process industriels d'extermination, alors que le Rwanda avait démontré qu'on pouvait faire les choses à coups de machette et sans une organisation aussi structurée que pouvait l'être l'armée allemande, ou surtout la Waffen-SS, et l'organisation, n'est-ce pas, qui consiste à quoi? À construire des voies ferrées qui mènent à des camps dans lesquels il y a des chambres à gaz. Vraiment, tout ça n'est possible que quand on a un État qui est déjà un État développé. Et il ne faut pas croire qu'il faut être un État développé pour commettre
un génocide. Donc on a créé la notion d'entreprise criminelle commune. Alors cette notion d'entreprise criminelle commune, elle repose, enfin du moins elle comprend une notion tout à fait essentielle pour nous, qui est la chaîne de commandement. Enfin quand je dis pour nous, pour la Vendée, qui est la notion de chaîne de commandement. Ce n'est pas tout à fait la même chose que organisation criminelle, parce qu'une chaîne de commandement peut comprendre plusieurs organisations, certaines étant des institutions politiques, d'autres des institutions militaires, d'autres encore des institutions administratives. Donc ce n'est pas forcément une organisation, comment dirais-je, stricte. Donc je mentionne cette notion de chaîne de commandement parce qu'on va devoir y revenir. Et d'autre part, je reviens sur un point qui est important, qui est le critère de stigmatisation. Parce qu'un des arguments qui est souvent opposé à la notion de génocide, c'est qu'il n'y a pas de peuple vendéen. Effectivement, la définition du crime de génocide, c'est destruction totale ou partielle d'un groupe national, racial, ethnique ou religieux, virgule, comme tel, point. Effectivement, les Vendéens ne sont pas un groupe national, ni un groupe racial. On peut douter que c'est un groupe ethnique. Je pense qu'on pourrait quand même les définir comme un groupe religieux, mais même la notion de groupe religieux n'est pas une notion totalement simple. Mais en l'occurrence, l'argument tombe parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est absolument sans importance que le groupe visé est une personnalité objective. Vous le comprendrez très aisément si je vous parle du groupe racial. Les races n'existent pas. Il n'y a qu'une race humaine. Que ce soit en fait ou en droit, il n'y a qu'une seule race humaine. Par conséquent, le mot de race n'a pas de sens objectif. Vous vous souviendrez d'ailleurs qu'il y a quelques années, on s'est demandé si on n'avait pas retiré le mot race de tous les textes légaux en France. Puis on ne l'a pas fait, pourquoi? Parce que race n'a pas de sens objectif, mais il a un sens subjectif. Qu'est-ce qu'une race? Eh bien, la race existe subjectivement dans l'esprit des racistes. Et ça a été établi de manière absolument claire par les tribunaux pénaux internationaux de l'ONU, notamment dans le cas de Srebrenica, puisque les musulmans bosniaques n'étaient ni un groupe national, ni un groupe racial, ni un groupe ethnique, ni même un groupe religieux. Je pourrais vous expliquer pourquoi, parce que quand on parle des musulmans bosniaques, on pense qu'aux musulmans c'est religion. En fait, non. Mais bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Ça n'est pas un groupe national, ni racial, ni ethnique, ni religieux. Mais c'est un groupe, là c'est le terme de la jurisprudence, stable et permanent, qui a été compris par ceux qui les persécutaient comme devant disparaître pour qu'on puisse créer un État serbe homogène ethniquement. Et donc, tout ce qu'il faut et qu'il suffit, c'est que le groupe persécuteur ait une idée assez précise du groupe qu'il veut faire disparaître. Que ce groupe ait une unité objective ou pas est sans importance. Et c'est tellement vrai que si vous allez voir dans votre code pénal, l'article, je crois que c'est L211.1, enfin, je peux me tromper dans le chiffre, qui donne la définition du génocide aujourd'hui, c'est destruction totale ou partielle d'un groupe national, racial, ethnique ou religieux, ou défini à partir de n'importe quel critère arbitraire. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un ou ça ne peut pas être quelqu'un, il faut savoir que sur un groupe assez important, décide que tous les rouquins aux yeux verts sont des gens extrêmement dangereux qu'il faut faire disparaître pour que la société idéale puisse prospérer, eh bien, et qui commence à massacrer tous les rouquins aux yeux verts, eh bien ce sera un génocide. La race des rouquins aux yeux verts n'existe pas, mais si quelqu'un pense qu'elle existe au point de vouloir les massacrer, à ce moment-là, elle existe subjectivement dans son esprit, n'est-ce pas? Si, de la même manière que si l'un de vous, et ce n'est pas un conseil que je vous donne, venait à m'assassiner, me mettre un couteau dans le cœur en me traitant de sale juif, il commettrait un crime antisémite, même si je ne suis pas juif. L'important, c'est que lui l'ait pensé et en ait eu l'intention. Donc ça, la question est de savoir, est-ce que les troupes de la Convention, est-ce que le gouvernement révolutionnaire a cru qu'il existait un groupe qu'il aurait appelé les Vendéens, dont l'existence même était un problème? Et là, la réponse est évidemment oui.
D'ailleurs, le terme vendéen lui-même ne désigne pas grand-chose, comment dirais-je. Vendéen, c'est pas la Vendée départementale. Vous savez que ça s'étend sur 4 départements et sur 3 provinces, enfin 4 départements ou parties de départements, 3 provinces ou parties de provinces, hein, de Bretagne, Anjou, Poitou. Et en fait, ce peuple vendéen n'a d'existence que dans l'idée que la Convention s'en fait. Elle constate qu'il y a une opposition, et même une opposition extrêmement forte, de la part de cette population au fait qu'on lui retire ses bons prêtres. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment considérer les Vendéens comme un groupe religieux, parce que, en fait, c'est la constitution civile du clergé qui a tout déclenché, et surtout le moment où on a commencé à réellement persécuter les prêtres. Parce que pour le reste, les populations qui formeront la Vendée militaire, en 89, avaient bien accueilli la Révolution. Elles ne sont pas soulevées en 89. Elles ne se sont pas soulevées en 90, ni en 91, ni en 92, ni même en janvier 93, quand Louis XVI est mis à mort. La population ne se soulève pas. C'est seulement en mars 93 que ça intervient, bon, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, parce qu'on ne va pas faire l'histoire des guerres de Vendée, mais l'idée, c'est bien que la population se soulève à un moment où on lui demande de prendre les armes pour aller défendre un ordre des choses qu'elle considère comme totalement attentatoire à son mode de vie. Toutes ces populations vivaient dans c'est un pays de bocage, vivaient dans des petits villages, des petits hameaux, structurés autour d'un prêtre qui était d'ailleurs issu de la paysannerie comme eux, avec un notable local qui n'était pas un grand noble de cour, mais qui vivait qui vivait au milieu d'eux et qui était un petit peu leur intermédiaire avec les autorités supérieures. Puis d'un seul coup, on leur supprime tout ça et on veut leur imposer des gens qui viennent de l'extérieur. En fait, c'est tout leur modèle social que l'on attaque, en même temps, évidemment, que leurs convictions religieuses. Et ils n'auront de cesse de se battre qu'on ne leur rende la liberté de culte. La vraie fin de la guerre de Vendée, c'est le Concordat. Et d'ailleurs, en 1815 et en 1832, il y aura à nouveau des tentatives de soulever la Vendée uniquement pour la couronne, et à chaque fois, ça ne marchera pas, la population ne suivra pas. Parce que la paix religieuse est assurée depuis le Concordat de 1801, et les gens ne demandent rien de plus que ça. Ils ne se sont pas battus pour relever l'ancien régime, mais ils ont pensé que pour avoir leur bon prêtre, il fallait d'abord que le roi revienne, puisque ceux qui leur supprimaient leurs prêtres et leur sociabilité villageoise étaient ceux qui avaient tué le roi. Donc, voilà quelques points de droit pénal que je voulais faire au début, parce que je ne veux pas en faire trop. Peut-être que vous me poserez des questions, puisque notre sujet ce soir, c'est essentiellement les colonnes infernales. Alors, que j'ai dit une affaire criminelle politico-militaire, il faut voir ce qu'est la politique du gouvernement révolutionnaire en Vendée. En 93, le soulèvement n'est pas le fait que de la Vendée. Il y a eu jusqu'à 60 départements en insurrection plus ou moins totale, 60 départements à l'époque, il y en avait 83, contre le gouvernement révolutionnaire parisien, qui est proclamé en septembre 92. Et donc il y a notamment des soulèvements très importants, par exemple au Pays Basque, et puis vous connaissez bien sûr le soulèvement de Lyon, qui est très fameux, Toulon, Marseille. Mais alors, ces soulèvements-là, comment dirais-je, notamment Lyon, Toulon et Marseille, ne gênaient pas trop les révolutionnaires parisiens, n'est-ce pas? Parce que c'était des soulèvements de ville. Et donc, ils se disaient, voilà, c'est les riches qui s'opposent à la Révolution. Alors, surtout à Lyon, bien sûr, qui est une ville extrêmement bourgeoise. Mais ce qui ne va pas avec la Vendée, c'est d'abord que le soulèvement est absolument général, et que ce sont des paysans. Alors comment le peuple peut-il être contre la Révolution? Barrère synthétisera ça d'une expression lors du discours sur la loi du 1er août 93 dont on va reparler. Non, ça c'est l'inexplicable Vendée, c'est en octobre, si vous vous souvenez bien. L'inexplicable Vendée. C'est inexplicable pour le gouvernement révolutionnaire parisien que le peuple se soulève contre la Révolution. Il faut vraiment que ces gens, alors s'ils croyaient en Dieu, ils diraient ils ont le diable au corps, mais en fait il faut que ces gens soient vraiment complètement abrutis
Et d'ailleurs, ce sera une thèse, et c'est aussi pour ça qu'on peut soutenir que les Vendéens ont été considérés comme un groupe racial par le gouvernement révolutionnaire, parce qu'on n'arrête pas de trouver dans la documentation de l'époque, n'est-ce pas, les Vendéens traités de race infernale, race exécrable, race à détruire jusqu'au dernier, race abominable. Enfin bon, j'avais fait une liste dans mon premier ouvrage, là, une recension de toutes ces expressions dans lesquelles les Vendéens sont traités de race. Hein. Et le mot race, d'ailleurs, a le même sens qu'aujourd'hui, simplement, on ne la définit pas de la même manière. Aujourd'hui, ceux qui pensent racistes pensent avec ADN, avec unité génétique, évidemment, tout ça n'existait pas au XVIIIe. Mais race, n'est-ce pas, en fait, ça vient de razza en italien, qui est l'aphérèse du mot generazione, la génération. En fait, le mot race est défini par Cuvier, qui d'ailleurs est actif à l'époque, puisque c'est lui qui va créer le jardin des plantes à partir du jardin du roi, donc qui était un jardin dans lequel Louis XVI gardait un certain nombre d'exemplaires botaniques et d'animaux. Et donc race, c'est en fait une population représentée par une descendance. Donc une race maudite, c'est une descendance maudite. Et en fait, leur idée, c'est que les Vendéens ont été tellement abrutis par des siècles de domination cléricalo-nobiliaire qu'ils en sont devenus complètement stupides. Que ce sont, comme dira Camille Desmoulins, des animaux à face humaine. Je n'invente rien, l'expression est de Camille Desmoulins, qui d'ailleurs n'est pas le plus virulent des révolutionnaires. Alors, je l'explique là dans mon deuxième ouvrage, celui-ci là sur le génocide en Vendée, en quoi tout ceci se rattache à la philosophie du XVIIIe. Surtout dans ce qu'on appelle les lumières radicales, les philosophes les plus matérialistes en viennent à penser que, au fond, alors c'est la théorie des climats de Montesquieu, et ça va être systématisé au XIXe siècle par Humboldt, que de la même manière, n'est-ce pas, que le terroir de Bordeaux produit du merlot, la Bourgogne produit du pinot noir, les régions de la Loire produisent du gamay. De la même manière, les différents terroirs façonnent les populations qui habitent dessus. C'est comme ça que l'on explique qu'il y a des Lapons qui ne ressemblent pas aux Français, plus au nord que nous, ou des Hottentots au sud de l'Afrique qui ne ressemblent ni aux Lapons ni aux Français. C'est l'idée qu'au fond, la Terre produit ses propres habitants. Ce qui expliquerait aussi que certaines plantes ne poussent qu'à certains endroits et pas dans d'autres, que certains animaux existent dans certains territoires et pas dans d'autres. Et on étend ça, ou du moins un certain nombre de penseurs avancés l'affirment, et un certain nombre de gens éclairés, entre guillemets, à la Convention le pensent aussi. Donc les Vendéens ont aussi été racialisés. L'inexplicable Vendée, tout ce qu'on a trouvé, c'est ces gens sont complètement dégénérés. Et je dis dégénérés parce qu'on parlera aussi de la régénération. Mais cette notion de dégénérescence est absolument essentielle à l'époque. Pensez par exemple au fameux essai de l'abbé Grégoire sur la régénération physique, politique et morale des Juifs. Quelle est la thèse de Grégoire? Les Juifs sont forcés de vivre dans des ghettos et en plus sous une tradition, enfin, ils sont enserrés dans des traditions qui ne bougent jamais. Du coup, ils se rabougrissent et au fond, ils sont dégénérés. Qu'on en fasse des citoyens, qu'on les fasse sortir de leur ghetto, qu'on leur donne les mêmes droits qu'à tous les autres, et ils vont se régénérer. C'est-à-dire que la socialisation ouverte va permettre aux Juifs d'être comme tout le monde, mais actuellement, ils ne sont pas comme tout le monde. Et pour les Vendéens, c'est la même chose. Quelqu'un comme Cavolo, par exemple, qui est un prêtre, mais alors un prêtre qui va passer au clergé constitutionnel et qui finira par se déprétriser et il finira secrétaire général du département de la Vendée, écrit une statistique de la Vendée dans laquelle il explique qu'au fond, les Vendéens ne vivaient que dans leur bocage, en compagnie de leurs bêtes, dans un pays qui n'est qu'ombre, chemin creux, et donc vivant dans un monde aussi obscur, il était assez normal qu'ils aient l'esprit obscurci. Oui, je résume, mais c'est à peu près sa thèse. C'est-à-dire qu'au fond, les Vendéens sont des dégénérés, et c'est ça aussi qui vous explique
qu'on va arriver à la conclusion qu'il faut les tuer tous ou les faire disparaître. Parce que, bon, comment dirais-je, ils ne sont tout simplement pas rééducables. D'abord, ils ne veulent pas être rééduqués. Ils ne se rendront jamais, ils n'accepteront jamais l'ordre nouveau, ils sont perdus pour la société idéale que l'on veut bâtir. Donc la seule solution que l'on ait, c'est de les faire disparaître. Ça va être, au fond, un peu un fil rouge de la pensée de la politique du gouvernement révolutionnaire en Vendée. Et puis la Vendée, c'est l'antitype de la Révolution. Alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est François Furet, donc, qui explique la Vendée, c'est la négation complète de la Révolution française, et donc les révolutionnaires se disent, indépendamment de tout ce que je viens de vous dire sur, au fond, la pensée racialiste de l'époque, il y a aussi un raisonnement purement politique. La Vendée est l'antithèse de la Révolution, par conséquent, détruisez la Vendée. Se détruisez la Vendée, c'est la fameuse anaphore du discours du 1er août, il le répète 6 fois, n'est-ce pas, il faut détruire la Vendée pour que la République puisse vivre. Non seulement pour ça, mais même pour qu'on puisse gagner les batailles aux frontières, il faut d'abord que l'on en finisse avec l'ennemi intérieur. Alors, il y a deux choses qu'on peut mettre sous ce chapitre, ce que François Furet met sous le vocable d'une élection de haine. J'aime bien ce terme parce qu'une élection, n'est-ce pas, ça indique un processus. C'est pas quelque chose qui se fait tout de suite, n'est-ce pas? C'est comme les affinités électives. Évidemment, il y a le coup de foudre, hein, ça existe, mais enfin, généralement, n'est-ce pas, on commence par se trouver sympa, et puis très sympa, et puis très 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 sympa, et puis à la fin, c'est l'amour fou. Mais, donc, de la même manière que l'amitié et l'amour peuvent grandir, la haine elle-même peut s'enfler. Et c'est au fond ce qui s'est passé. Au début, mars 93, le pouvoir parisien n'y comprend rien. Et puis il se dit, bon, de toute façon c'est une jacquerie, c'est des paysans ignares, on leur envoie la troupe et on va les mettre au pas rapidement. Et puis non seulement ça ne marche pas, mais les Vendéens volent de victoire en victoire, ils prennent Angers, ils prennent Saumur, ils sont à deux doigts de prendre Nantes. Et donc au fur et à mesure que leur résistance se fait efficace, la haine à Paris continue à monter. Il ne faudrait pas croire que le gouvernement parisien a souhaité éradiquer la Vendée dès le 9-10 mars 93, au moment où ça explose. C'est une idée qui mature, c'est une idée qui va en s'amplifiant. C'est pour ça que je vous parle aussi d'une spirale de violence croissante. Et c'était la thèse que j'avais développée dans mon premier ouvrage, donc crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. C'est-à-dire je partais des définitions pénales de ces trois crimes et je montrais comment les différentes exactions commises en Vendée s'encadraient successivement dans ces trois définitions. Grosso modo, crime de guerre jusqu'au 1er août, crime contre l'humanité ensuite, à partir du 1er août, et génocide durant l'expédition des colonnes infernales. Aujourd'hui, je modifierai un petit peu ma thèse, je pense que le génocide a commencé avant l'épisode des colonnes infernales, mais bon, c'est un sujet sur lequel je continue à travailler, donc je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Alors passons maintenant à la stratégie du gouvernement révolutionnaire en Vendée. Pourquoi c'est important de s'interroger sur la stratégie? Parce qu'en matière de crimes de masse, il est extrêmement rare que vous ayez des plans. D'abord, les criminels essayent de ne pas laisser de plans derrière eux. Au contraire, ils essaient de couvrir leurs traces. C'est pour ça que vous avez eu un fameux négationniste du génocide juif, pour le coup, de la Shoah, n'est-ce pas, qui donc disait qu'il n'y avait jamais eu de volonté d'éradiquer les Juifs, et qui, à l'appui de sa thèse, promettait une somme considérable à qui lui sortirait l'ordre par lequel Hitler aurait ordonné de tuer les Juifs. Et cet ordre n'existe pas. Effectivement, cet ordre n'existe pas, et de la même manière, il n'y a pas d'ordre qui ordonne de tuer, il n'y a pas d'ordre qui ordonne l'éradication de la Vendée. Quand je dis qu'il n'y a pas d'ordre, on en a beaucoup plus pour les Vendéens que ce que l'on a pour les Juifs. Ce négationniste a été condamné ensuite judiciairement, parce que les juges lui ont dit, mais on n'a pas besoin d'avoir le plan écrit du criminel pour dire que c'est un criminel. Je veux dire, si on devait attendre que le cambrioleur
est écrit sur un bout de papier de la bande de cambrioleurs, ce soir nous allons attaquer la maison de Madame Intel afin de lui voler ça, ça et ça. Je veux dire, s'il fallait que le juge ait ça pour pouvoir condamner le cambrioleur, on ne condamnerait pas grand monde. En fait, on condamne à partir d'un modus operandi. C'est-à-dire, bah, vous étiez là, vous aviez une pince monseigneur, vous avez forcé la porte, merci, vous avez forcé la porte, vous avez... À partir du moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où on construit des voies ferrées vers des camps de concentration, dans lesquels il y a des chambres à gaz, et puis on rafle les gens pour les mettre dans les trains, les emmener dans les camps, et ils n'en sortent pas vivants, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un plan par écrit. Le modus operandi vous montre ce qu'est l'intention criminelle. Eh bien, là, la stratégie du gouvernement révolutionnaire en Vendée est extrêmement parlante, parce que c'est dès le début une stratégie concentrique. Le mot n'est pas de moi, il est d'un historien militaire. Il est très intéressant de lire sur la guerre de Vendée. Il y a eu un certain nombre de militaires, dont d'ailleurs le grand-père d'un de nos administrateurs, le lieutenant-colonel de Malray, qui a été tué à la guerre de 14, et qui avait notamment étudié beaucoup la guerre des bourgs, donc qui se passe juste avant, dans les années 1890 en Afrique du Sud, qui est aussi une guerre populaire, une guerre de guérilla. Et il parle donc de la stratégie concentrique, c'est-à-dire que tous les plans, donc je vous mets la liste des différents plans, et je n'entrerai pas dans le détail, mais je détaille ça dans un ouvrage qui paraîtra sans doute l'année prochaine. On aurait pu penser que le gouvernement révolutionnaire parisien aurait cherché à traquer l'armée catholique et royale. Or, ce n'est pas ça qu'il cherche à faire. Il essaye de positionner des troupes autour de la Vendée et ensuite de les faire converger vers le centre en commettant un certain nombre d'incendies, de manière en fait à forcer l'armée catholique et royale à se concentrer pour la battre. Mais en même temps, en fait, c'est la population qui est visée. La population n'est pas une victime collatérale. Elle est la cible militaire, en tout cas à partir du 1er août. À partir du 1er août, alors ça, je ne peux pas rentrer dans les détails de ces plans-là, mais il y a deux inflexions qui sont importantes. C'est la loi du 1er août et la loi du 1er octobre. Alors, la loi du 1er août, bon, je l'ai reproduite dans ce volume-là. Que dit-elle? Eh bien, elle dit deux choses. Je vous dis que les articles les plus importants, n'est-ce pas? Il sera envoyé par le ministre de la Guerre des matières combustibles de toute espèce pour incendier les bois, les taillis et les genêts. Article 7. Les forêts seront abattues, les repères des rebelles seront détruits, les récoltes seront coupées par les compagnies d'ouvriers pour être portées sur les derrières de l'armée et les bestiaux seront saisis. Et article 8. Les femmes, les enfants et les vieillards seront conduits dans l'intérieur, il sera pourvu à leur subsistance et à leur sûreté avec tous les égards dus à l'humanité. Il faut comprendre, parfois ces articles sont cités justement contre la thèse du génocide, mais il faut bien comprendre. Quand on dit « les repères des rebelles seront détruits », c'est bien joli, mais comment sait-on qui sont les rebelles? Comment sait-on quelle ferme on va incendier? Il faudrait se déplacer avec le cadastre. Manque de chance, en plus, le cadastre n'existe pas à l'époque. On commence juste à le réaliser, il sera terminé sous l'Empire. Parce que la réalisation du cadastre, on l'a faite pourquoi? Pour pouvoir asseoir les taxes foncières qui venaient remplacer les impôts d'Ancien Régime. Pour ça qu'il fallait avoir le registre exact des propriétés. Alors avant, on avait évidemment ce qu'on appelait les terriers, c'est-à-dire les actes des notaires. Enfin, pensez bien que les armées en campagne n'allaient pas se balader avec les actes notariés pour savoir que la ferme qui est là appartient à monsieur un tel, et il leur aurait fallu la liste des propriétés foncières d'un côté, et dans une autre main la liste des bons républicains et ceux qui ne l'étaient pas, pour savoir on incendie cette ferme-là et on n'incendie pas celle d'à côté. Il est évident qu'ils ont tout incendié. Et bon, vous parlez de Vertou, on n'a pas fait de détails dans les 285 maisons, on ne s'est pas demandé est-ce que celle-là appartient à un républicain, est-ce que celle-là appartient à un, entre guillemets, rebelle. Le terme même de rebelle, d'ailleurs, ne doit pas impressionner. Le gouvernement lui-même est un gouvernement révolutionnaire. C'est un gouvernement qui est arrivé par un coup d'État du 10 août 1792, qui a renversé le gouvernement constitutionnel de 1791, et la Convention a été élue dans le climat de terreur qui a suivi les massacres de septembre, puisque c'est à ce moment-là que se tiennent les élections. Il y a eu 90% d'abstention.
90% d'abstention et avec interdiction à tous les candidats qui étaient les monarchistes constitutionnels de se présenter. Donc en fait, ça ne serait jamais considéré aujourd'hui comme un scrutin démocratique. Les scrutins que l'on impute à certains pays de l'Est, qu'on a imputés à certains pays de l'Est à l'époque ou à certains pays africains et autres, sont des modèles de démocratie comparés aux élections de 92. Bon. Donc, on va incendier le pays, couper les récoltes et les porter sur les dernières et saisir les bestiaux. Autrement dit, on va faire quoi? On va provoquer une famine. Et que voulez-vous, la famine, c'est un modus operandi qui ne peut viser que la population. La famine, elle ne choisit pas entre les rebelles et les loyalistes. Une fois que vous avez retiré les subsistances, tout le monde meurt. Cette technique a d'ailleurs été une technique contre-insurrectionnelle qui a été utilisée au XXe siècle, notamment au Biafra. Je le dis parce que les plus âgés d'entre vous se souviennent du Biafra, qui était à la fin des années 60. Et donc on a provoqué une famine contre une province qui a été jugée rebelle. La famine, c'est également ce qu'a utilisé Staline pour mettre fin à la résistance, à la fois à la collectivisation et également à ce qu'il pressentait comme étant un nationalisme ukrainien anti-russe. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vous signale qu'en décembre dernier, le Parlement européen a reconnu le Holodomor comme un acte de génocide. Mais là, c'est exactement ce qui est prévu. Couper les récoltes, saisir les bestiaux et tout renvoyer sur les derrières. Quant à l'article qui dit « Les femmes, les enfants et les vieillards seront conduits dans l'intérieur, il sera pourvu à leur subsistance, à leur sûreté, avec tous les égards dus à l'humanité », en fait, il y a deux choses. Un texte, vous savez, se lit toujours avec un a contrario. C'est-à-dire que quand le code de la route vous dit qu'on doit conduire à droite, ça veut dire, même si ce n'est pas écrit, qu'on n'a pas le droit de conduire à gauche. Bon. Quand on vous dit « les femmes, les enfants, les vieillards seront conduits dans l'intérieur », qu'est-ce qu'on fait des hommes? En fait, les hommes sont les rebelles. Et donc, quand vous massacrez toute la population masculine, c'est un acte de génocide. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Srebrenica, et c'est pour ça que ça a été déclaré acte de génocide. À Srebrenica, n'est-ce pas, on a fait sortir les femmes et les enfants, on a gardé les hommes et les garçons, et on les a massacrés. Il sera pourvu à leur subsistance. Bon, en plus, évidemment, c'était totalement indépendamment de ça, indépendamment de la lecture à contrario, c'était évidemment impossible. La région insurgée représentait plus de 700 000 personnes. Même aujourd'hui, organiser l'exode, alors sur 700 000 personnes, si on prend que les femmes et les enfants, logiquement, ça doit faire 350 000. Hein, mais enfin, si vous rajoutez les enfants, garçons et filles, et les vieillards, hommes et femmes, on doit bien arriver à 400 000 sur les 700 000. Même organiser un exode de 400 000 personnes aujourd'hui, je veux dire, même avec les moyens modernes, on n'y arriverait pas. Donc à l'époque, on ne l'a pas fait. En fait, on a massacré les gens sur place. Donc ça, c'est la loi d'août 93. Ceci dit, j'hésiterais à parler de génocide à partir de cette date, parce que pour qu'il y ait un crime, il faut deux choses. Il faut l'élément intentionnel et l'élément matériel. Donc il faut le massacre, mais il faut également l'intention. Ou il faut l'intention, mais il faut également le massacre. Or là, on a l'intention, mais on ne va pas encore avoir le massacre systématique, parce qu'à cette époque-là, il y a encore une armée catholique et royale qui défend le pays. Et donc, les armées républicaines ne peuvent pas mettre à exécution ce projet qui est dans la loi du 1er août. Alors, je vous passe les épisodes militaires d'août en juin, en fin juin, vous savez que les Vendéens échouent devant Nantes. Il y aura encore des batailles. Donc en août, il y aura les batailles de Luçon, et puis on arrive en octobre, la bataille de Torfou que les Vendéens gagnent, et la bataille de Cholet qu'ils perdent, et à partir de là, un très grand nombre de Vendéens, combien? Certains disent 60 000, d'autres disent 80 000, la vérité sans doute entre les deux, franchissent la Loire. Sur ces 60 ou 80 000, il doit y avoir à peu près un tiers de combattants. Il faut bien comprendre que le paysan vendéen, quand il part à ce moment-là, sa femme et ses enfants viennent avec lui, parce que s'il les laisse, ils vont se faire massacrer. Donc en fait, c'est un groupe immense, 60 000, 80 000 personnes qui fuient éperdument au nord de la Loire. Et là, on a une loi, la loi du 1er octobre, dont les termes sont importants, parce que je vais y revenir tout à l'heure
sur comment dirais-je, sur l'objectif militaire, n'est-ce pas? Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée, alors les brigands de la Vendée, soient exterminés avant la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple français le commande, son courage doit l'accomplir. N'est-ce pas? Les brigands de la Vendée doivent être exterminés. Et donc il faut voir ce que l'on met derrière ce terme de brigand. Et ce qui se passe à partir du franchissement de la Loire, ce qu'on appelle la virée de Galerne, va être un massacre, alors là, presque complet, puisque sur les 60 à 80 000, il va réussir à en réchapper peut-être 5 000. Autrement dit, il y a eu... Mais il faut comprendre que ce qui se passe au nord de la Loire, ils ne sont plus en pays de bocage, et ils ne sont plus chez eux. Et donc on est beaucoup plus dans un pays de plaine, et en plus d'une population qui ne s'est pas soulevée de la même manière. La chouannerie, en fait, va commencer au moment où la Vendée va finir. Et donc on peut tout à fait, à ce moment-là, mener cette fameuse stratégie concentrique. C'est-à-dire qu'on entoure la grosse masse des Vendéens, on la harcèle, et quand on peut la massacrer, on la massacre. Et surtout quand elle est concentrée dans des villes, donc ça va donner les massacres de Fougères, les massacres du Mans. Et là, on a la preuve, y compris d'ailleurs archéologique, on a réouvert des fosses au Mans en 2009, où on a trouvé femmes, enfants, tués à l'arme blanche, généralement dans le dos. Donc on sait que là, pour le coup, on a véritablement massacré tout le monde. Et cette virée de Galerne a été le banc d'essai de ce que vont être les colonnes infernales. Ça a tellement bien marché au nord de la Loire qu'on se dit, il va falloir le faire au sud. La même chose. C'est très très net dans un discours de Barère de décembre 93, au moment où on est juste avant Savenay, la bataille de Savenay, décembre 93, n'est-ce pas, c'est la fin de l'armée catholique et royale. Tous ceux qui n'ont pas été tués pendant la bataille et qui auront le malheur de se faire prendre ou de se rendre seront envoyés sur Nantes ou sur Angers, où une partie sera noyée et le reste sera fusillé. Bon, on ne fera pas de détails. Mais l'idée, c'est bien celle-là, c'est on va essayer de faire au sud de la Loire ce que l'on va faire, ce que l'on a fait au nord. Alors, quelques repères de base. Donc la colonne infernale, c'est la poursuite de la logique de la virée de Galerne. C'est la poursuite plus lointaine du détruisez la Vendée. Détruisez la Vendée n'était pas possible en août 93, ça devient possible à partir du moment où il n'y a plus d'armée catholique et royale. Alors, comment est-ce que ça s'est fait? Il y a une phase de préparation. On nomme un général, qui est le général Turreau. Sa nomination est signée par Carnot, Barère, Robespierre et Billaud-Varenne. Il est nommé le 27 novembre. C'est-à-dire que le 27 novembre, on n'a pas encore fini d'exterminer les Vendéens de la virée de Galerne, et Turreau ne prend pas le commandement de son armée tout de suite, ce qui est extrêmement curieux. Turreau, à ce moment-là, est général en chef de l'armée des Pyrénées. Et il va remonter sur Paris, mais très 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 lentement. Et en fait, même à la bataille de Savenay, il ne sera pas là. Il va même éviter d'aller à Angers, où se trouve Marceau, qui a le commandement par intérim, parce que s'il avait rencontré Marceau, il aurait été obligé de prendre le commandement de l'armée de l'Ouest. Marceau aurait été obligé de lui remettre. Or, il est vraiment d'une prudence de loup, il n'y va pas. Il remonte très doucement, il passe par Paris, et il va rencontrer là, nécessairement, le ministre de... Alors, il aurait dû rencontrer le ministre de la Guerre, mais le ministre de la Guerre, il ne va pas le voir. Et d'ailleurs, Bouchotte, qui est le ministre de la Guerre, qui d'abord lui avait interdit de passer par Paris, c'est quand même extraordinaire. Un général qui est général d'une armée forte de théoriquement 100 000 hommes, ce qui n'est quand même pas rien, en pratique, il n'en a guère plus de 40 000, parce que beaucoup sont des conscrits non armés et non instruits. Mais 40 000 hommes, ça fait quand même 40 régiments de l'époque. Donc c'est quand même une armée très très importante.
Et un général à qui on donne des troupes aussi immenses ne va pas voir ne passe pas au ministère de la guerre avant de rejoindre son commandement. Mais c'est complètement fou. Et pourtant, il passe à Paris. Qu'est-il allé faire à Paris? Il n'a pas vu le ministre de la guerre, ça on le sait, parce que le ministre de la guerre s'en plaint. Et donc, il a forcément vu quelqu'un. Et il est à peu près certain que celui qu'il est allé voir, c'est Carnot. Carnot est au comité de salut public, celui qui est en charge des affaires militaires. Et on a d'autant plus de raisons de le penser que la correspondance de Turreau à l'époque est essentiellement avec Carnot. Simplement, l'essentiel de cette correspondance a disparu. On ne la trouve plus dans les archives. On en trouve des bribes, parce qu'un des officiers d'état-major de Turreau, qui est le Jean-Julien Savary, qui est adjudant général, ce qui correspond à colonel, a sauvé un certain nombre de ses correspondances, qu'il a publiées ensuite dans un ouvrage en 6 volumes, qu'il publie sous la Restauration en 1824, en 1824-27, dans lequel il donne une partie de ses lettres de Carnot à Turreau, et là on comprend beaucoup mieux ce qui s'est passé. Alors, la phase de préparation, c'est à partir du 27 novembre. Cette phase de préparation a nécessairement existé. On ne prévoit pas de faire manœuvrer 40 000 hommes sans un minimum de préparation. Il y a forcément un dossier. Eh bien, ce dossier, on ne l'a pas. Turreau a forcément reçu une mission. On lui a forcé, quand on l'a nommé général, enfin, on ne nomme pas un général à la tête d'une armée pareille sans lui dire pourquoi. On n'a pas l'ordre de mission de Turreau. Les archives sont vides. Alors là, si elles sont vides, c'est forcément parce qu'on les a vidées. J'y reviendrai un peu plus loin. Ensuite, on a une phase militairement active, c'est-à-dire Turreau ne prend le commandement de son armée qu'au lendemain de la bataille de Savenay, 23 décembre, il n'y a plus d'armée catholique et royale, et à ce moment-là, il prend le commandement. Et c'est pas innocent. Il prend le commandement. Pourquoi? Parce que sa mission, c'est clairement de faire au sud de la Loire ce que Kléber et Marceau ont fait au nord. Et il va le faire pendant 4 mois et demi, c'est-à-dire du 21 janvier à la mi-mai. Alors maintenant, essayons de voir le côté, j'ai parlé un peu du côté militaire, essayons de voir le côté plus politique. Il y a 2 considérations de base qui sont importantes. Donc l'objectif politique, détruire la Vendée. Alors détruire la Vendée, pourquoi? Parce que d'abord, on refuse tout accommodement politique sur la base d'un rétablissement de la liberté de culte. Il faut bien savoir qu'on avait envisagé un moment un accommodement politique. Il y a eu quand même quelques troubles au moment de la constitution civile du clergé. La constitution civile du clergé, c'est 90, et les premières persécutions, c'est 91. Et à ce moment-là, il y a une espèce de boycott généralisé du nouveau régime dans ce qui va devenir la Vendée militaire. Il n'y a pas encore de soulèvement, mais par exemple, les gens refusent de s'inscrire à la garde nationale, refusent même de payer leurs impôts. Et l'Assemblée, qui n'est pas encore la Convention, qui est l'Assemblée législative, envoie 2 commissaires, M. Gallois et Jean Sonnet, pour s'enquérir de ce qui se passe. Il n'y a pas encore péril dans la demeure, il n'y a pas encore de soulèvement. Il y aura des émeutes à Bressuire en août 92 qui font 200 morts, mais là on est en 91. Et que disent les 2 commissaires? Ils disent, mais les gens, tout ça est une question uniquement religieuse. Les gens disent qu'ils paieraient même le double de leurs impôts si on leur rendait leurs prêtres. D'ailleurs, nous l'avons autorisé à tel et tel endroit et les contributions ont été immédiatement payées et on en a eu la preuve. Donc en fait, Gallois et Jean Sonnet disent, écoutez, si on revenait sur la constitution civile du clergé, on résoudrait le problème. Cette population cesserait d'être hostile au nouveau régime. J'ai mis d'importants extraits du rapport Gallois-Jean Sonnet dans mon premier volume. Mais l'Assemblée législative refuse absolument tout accommodement, n'est-ce pas? Elle est persuadée qu'elle est la légitimité populaire. Alors en plus, il s'agit d'une assemblée qui est élue au suffrage censitaire. En fait, les paysans n'ont pas du tout voté pour les députés de la législative. Ça a été fait sur un suffrage strictement censitaire. Or, la bourgeoisie, comme une très grande partie de la noblesse à l'époque, est tout à fait sous l'influence des idées nouvelles et très largement déchristianisée. Donc l'Assemblée, et puis alors, je ne vais pas vous en faire l'histoire, mais il faudrait voir l'histoire religieuse de l'époque. Il y a aussi des relents de jansénisme qui sont des gens qui sont extrêmement hostiles à la papauté
et qui sont largement représentés dans l'Assemblée législative. Par exemple, Camus, qui est l'un des rédacteurs de la Constitution civile du clergé, est un janséniste convaincu. Or, la papauté a persécuté le jansénisme pendant tout le XVIIIe siècle, l'affaire de la bulle Unigenitus, enfin bon, va pas remonter tout le fil, mais il y a un refus de tout accommodement politique sur la base du rétablissement de la liberté de culte. Ça, c'est la législative. Les Jacobins vont aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Alors, je vous cite l'intervention de Robespierre au Club des Jacobins, donc en mai 93, donc au début du soulèvement. Le soulèvement commence les 9 et 10 mars. Et afin qu'il ne reste aucun doute sur mon système, je déclare qu'il faut non seulement exterminer tous les rebelles de la Vendée, exterminer tous les rebelles de la Vendée, mais si c'est toute la population qui se soulève, c'est que toute la population est rebelle. Mais encore tout ce que la France renferme de rebelles contre l'humanité et le peuple. Il faut exterminer ces êtres vils et scélérats qui conspireront éternellement contre les droits de l'homme et contre le bonheur de tous les peuples. Pourquoi ils conspireront éternellement? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a des gens qui sont tellement dégénérés que de toute façon, on ne peut rien pour eux. Cette manière de penser se retrouvera d'ailleurs sous le communisme. On pensera, notamment le communisme stalinien, mais pas ou léniniste, que si vous êtes fils de bourgeois, vous êtes perdu pour la cause. Et le maoïsme, n'est-ce pas? Il faut absolument envoyer ces gens-là au travail dans les champs, ou les Khmers rouges, il n'y a pas qui voulaient massacrer tout ce qu'ils appelaient le peuple nouveau, c'est-à-dire le peuple de la nouvelle bourgeoisie, pour retrouver le peuple ancien, les vrais Khmers de la, comment dirais-je, de la campagne, qui n'ont pas été corrompus par le régime capitaliste. Donc ce sont des gens qui sont tellement perdus pour la cause que ils conspireront éternellement contre les droits de l'homme et le bonheur des peuples. Et vous voyez que c'est au fond une espèce de, on pourrait presque dire, d'extermination humanitaire. Et d'ailleurs, le mot sera lâché par Carrier, et c'est par principe d'humanité que je purge la terre de ces monstres. Le monstre est à prendre au sens qu'il a au XVIIIe siècle. Monstre, c'est ce que l'on montre, le monstre de foire. Vous vous souvenez qu'à Nostensoir, dans une église, on appelait ça une monstrance à l'époque. Un monstre, c'est vraiment la bête curieuse, le mouton à 5 pattes, la femme à barbe, l'être totalement anormal et que l'on montre comme, comme un monstre de foire. C'est par principe d'humanité que je purge la terre de ces monstres, Carrier. Alors, la stratégie militaire, du coup, quand on dit détruire la Vendée, ça veut dire quoi? Alors, il faut comprendre que les gens de l'époque ne pensent, je ne veux pas dire qu'ils pensent en latin, mais ils ont été bourrés de latin, comme nous, on apprend l'anglais. Et donc, détruisez la Vendée, c'est évidemment un souvenir du Delenda Carthago de Caton. Donc, il terminait tous ses discours par « il faut détruire Carthage ». Mais détruire Carthage, ce n'était pas détruire la ville de Carthage. On parle d'une métonymie, c'est-à-dire que c'est le contenu qui désigne le contenant. C'est comme quand on dit en politique étrangère, Paris pense que, mais Moscou pense que, c'est évidemment pas Paris et Moscou, c'est ce qu'il y a dans Paris et dans Moscou. Donc détruisez Carthage, c'est détruisez les Carthaginois, et le fait est qu'on les a réduits en esclavage. Détruisez la Vendée, c'est détruisez les Vendéens. C'est ça que ça veut dire. Ça ne peut pas s'interpréter autrement. Et donc, dès août 93, on a cette tentative, n'est-ce pas, d'encercler, affamer, exterminer. Cette loi du 1er août a en fait été rédigée dès le 26 juillet. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Robespierre tient la plume. On a les archives, il est au sein du comité de salut public dont il n'est pas membre, car il sera élu seulement le lendemain, 27 juillet, mais on a dans les archives du comité de salut public, on arrête un texte le 26 juillet qui sera voté le 1er août et qui deviendra la loi que je vous ai citée, et Robespierre y est. Et on ne peut pas ne pas faire le rapprochement entre cette citation, n'est-ce pas, de mai que je vous donne de Robespierre et le texte de la loi du 1er août. Et donc, dès août 93, on a cette idée qu'il faut encercler, affamer, donc découper les récoltes, saisir les bestiaux, tout porter sur les arrières, et exterminer. À la limite, les femmes, les enfants et les vieillards, on les sortirait, mais je vous ai expliqué que de toute façon, on ne peut pas les sortir, et puis en plus, quelles femmes, quels enfants, quels vieillards, mais ça veut dire en tout cas que les hommes, eux, ne devraient pas en échapper. La virée de Galerne a été un essai réussi. Ils sont partis à 60 ou 80 000, il en est resté 5 000. Donc,
on va essayer de transformer l'essai. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a deux armées, Axo qui tient la côte, avec à peu près 8000 hommes, donc la côte atlantique. Il faut absolument empêcher que les Vendéens aient un port sur la mer d'où ils pourraient éventuellement recevoir de l'aide. C'est-à-dire pour ça que les Vendéens vont prendre Noirmoutier, s'ils espèrent pouvoir s'en servir. Et vous savez que la population de Noirmoutier sera, il y aura 1200 morts, sera à peu près entièrement massacrée au tout début 94. Axo tient la côte, et Turreau va lancer un râteau massacrant est-ouest, donc ça, on descend presque verticalement d'Angers, enfin, Angers-les-Ponts-de-Cé jusqu'à Parthenay, à peu près, donc c'est à peu près sur 20 lieues, sur 80 km. On met 12 colonnes et on les fait avancer en faisant incendier et massacrer tout ce qu'on trouve. Et donc, même si vous n'avez pas un ordre de tuer tout le monde, le modus operandi est aussi clair que le modus operandi des camps de concentration, car on massacrera tout le monde, y compris les républicains. Alors, Turreau a théoriquement 100 000 hommes, en pratique, il n'en a que 40 000 qui sont opérationnels, c'est-à-dire instruits et armés. Alors d'ailleurs parfois très mal habillés, très mal armés, mais enfin armés et instruits. Du coup, il ne peut avoir que 12 ou 15 000 hommes dans les colonnes agissantes ou colonnes mobiles ou colonnes infernales. Le terme de colonne infernale est donné initialement à une division de l'armée du Nord que l'on envoie renforcer l'armée de l'Ouest, qui est sous le commandement du Quesnoy. Et donc la Convention envoie une colonne infernale, le mot est d'elle, pour renforcer l'armée de Turreau. Et ensuite, on parlera des colonnes infernales. Alors, il ne pourra avoir que 12 à 15 000 hommes dans les colonnes. Pourquoi? Parce qu'il faut, effectivement, d'abord encercler. Donc, il faut mettre des garnisons tout autour de la Vendée pour éviter que les gens s'échappent, qu'on renaît à nouveau une espèce de virée de galerne, une espèce d'échappée vers le nord, le sud, est ou ouest. Il faut d'abord nasser tout le monde, et ensuite, on ratisse en massacrant. Alors, maintenant, on va voir la structure de l'opération des colonnes infernales, et c'est une structure politico-militaire. Hein. Ça n'est pas une structure exclusivement militaire. C'est une structure à 3 niveaux. Au niveau national, vous avez la Convention, et cette Convention élit tous les mois, ou du moins renouvelle tous les mois, les pouvoirs d'un petit groupe de 12 hommes qui forment le Comité de salut public. Cet organisme est un organisme collégial. Alors, j'y insiste, là c'est ma manie de juriste, le principe d'un organisme collégial, c'est que tous les membres, que les décisions se prennent, pas nécessairement par vote, mais c'est le collège qui décide. Et donc chaque membre du collège est responsable de l'ensemble des actes du collège. Ce n'est pas un organisme dans lequel on vote, comment dirais-je, et on décide à la majorité. Au niveau national, vous avez donc la Convention et le Comité de salut public. Et le Comité de salut public, Robespierre va y rester avec Couthon et Saint-Just. Ils vont y rester de juillet 93 à juillet 94, qui correspond au 9 Thermidor. Il n'y aura que très peu de changements de juillet 93 à juillet 94. Il y aura tout juste Billaud-Varenne et Collot d'Herbois qui vont arriver en septembre. Je crois que c'est Thiriot et puis il y aurait Hérault de Séchelles qu'on guillotine au début de 94. Mais ça reste substantiellement les mêmes personnes pendant un an, ce qu'on appelle le Grand Comité de salut public de l'an 2. Ce comité de salut public, excusez-moi, ce comité de salut public fait rayonner, excusez-moi, fait rayonner son autorité dans les départements au moyen de représentants en mission. Les représentants en mission sont des membres de la Convention spécialement mandatés avec des pouvoirs illimités pour leur mission ou leur circonscription. Vous m'arrêtez, hein. Ce sont des conventionnels, donc des membres de l'Assemblée, qui sont choisis. Alors, il y a eu plusieurs modes de désignation des représentants en mission, mais je prendrai celui qui est pertinent
à l'époque qui nous intéresse, qui est le début 94. Ils sont en fait sélectionnés par le comité de salut public et ensuite investis par la Convention. Et ils sont envoyés avec des pouvoirs illimités dans leur mission, dans leur circonscription. Alors, dans leur mission ou leur circonscription, parce que vous avez des représentants qui ont une mission en quelque sorte thématique, par exemple organiser la levée des chevaux ou la levée des conscrits dans tel ou tel département, ou l'armement des ports, le port de La Rochelle par exemple, vérifier les préparations de marine, ou bien ce sont des représentants auprès des armées, pour s'assurer, ce sont en fait les premiers commissaires politiques, pour s'assurer que l'armée fait bien ce que le gouvernement demande, ou bien des représentants dans les départements. Et ils ont des pouvoirs illimités, c'est-à-dire qu'ils prennent des textes qui s'appellent arrêtés, mais qui sont en fait des lois. Ce sont des lois provisoires, c'est-à-dire qu'ils doivent tous les 10 jours renvoyer un compte-rendu au comité de salut public avec la copie de leurs arrêtés, et si la Convention ne les invalide pas, dès leur publication, leurs arrêtés en force de loi, et sauf si la Convention, sur la recommandation du comité, décide d'invalider les textes des représentants en mission, ces textes ont force de loi jusqu'à ce qu'on les annule. Donc ce sont des gens qui ont donc un pouvoir beaucoup plus important que ceux des préfets ou même des commissaires de la République du gouvernement provisoire de 1945, le GPRF, le gouvernement du général de Gaulle. Ils ont vraiment la totalité de la souveraineté nationale, mais généralement on les met par binôme et on leur donne 2 départements. Parfois ils sont tout seuls, Carrier à un moment sera seul à Nantes. Mais à ce moment-là, il a la plénitude du pouvoir exécutif, législatif et en pratique même judiciaire, puisque c'est lui qui forme les tribunaux. Alors sur le terrain, on a le troisième niveau, c'est sur le terrain, un général en chef et 12 généraux ou adjudants généraux, chefs des colonnes agissantes, plus le général Axo. Mais les généraux ne sont pas seuls, ils sont flanqués de représentants en mission. Carrier, par exemple, qui va faire 3 missions de suite, il y a un moment, il est représentant auprès de l'armée de l'Ouest. Franck Castel sera Hens Garot et Franck Castel. Franck Castel, théoriquement, est représentant à Angers, mais en fait, il va suivre l'armée de l'Ouest. Hens et Garot seront représentants auprès de l'armée de l'Ouest, et c'est eux qui vont en fait aiguillonner Turreau. Donc cette structure à 3 niveaux est très très importante parce que c'est la base de la fameuse chaîne de commandement. Et ce qui est important, c'est de voir les correspondances qu'on a entre le comité de salut public et les représentants d'une part, entre les représentants et Turreau d'autre part, entre Turreau et ses généraux, ensuite entre les généraux et leurs capitaines, entre leur colonel, leur capitaine, et on descend la chaîne de commandement. Alors, pour faire rapide, mais je sais qu'à un moment on doit s'arrêter, d'accord. On a en fait, vous voyez, ce que j'appellerais une symbiose politico-militaire. Hein. La symbiose, vous vous rappelez, vous apprenez ça en cours de sciences et vie de la Terre, n'est-ce pas? C'est le lichen qui est champignon d'un côté et plante chlorophyllée de l'autre. Donc il y a deux formes de vie qui se soutiennent mutuellement. En fait, le politique et le militaire sont un peu comme le lichen. Hein. Il y a un côté chlorophyllé et un côté champignon, mais ça ne fait qu'une seule chose. Donc, on a d'abord, alors là, en fait, je n'ai pas suivi les tours de mon plan, du 27 novembre 1993 au 18 janvier 1994, la préparation du plan, et je vous ai déjà parlé du silence des archives. Le problème, on ne sait absolument pas comment Turreau a fait son plan. Enfin, quand je dis on ne sait absolument pas, on le sait un peu parce qu'on a quelques textes. Mais les lettres les plus importantes et les plus intéressantes ont disparu des archives. On a par exemple une lettre dans laquelle Turreau, on a simplement l'analyse. Alors je vous explique comment ça fonctionnait à l'époque. On n'a pas de photocopieuse. On n'a pas de photocopieuse, et donc quand on a un texte qui intéresse plusieurs personnes, la seule manière, c'est d'avoir ce qu'on appelle les employés aux écritures, n'est-ce pas, qui écrivent en belle écriture calligraphiée et qui vont recopier. Mais évidemment, parfois les textes sont longs, donc on ne peut pas recopier l'intégralité du texte. Dans ce cas-là, on fait une analyse. Analyse, ça veut dire résumé. Et par exemple, il y a une lettre que nous n'avons pas, mais nous avons l'analyse. Parce que visiblement, les archives ont été purgées. Est-ce qu'elles ont été purgées par Carnot
qui survivra à Robespierre pour la bonne raison qu'il fait partie de ceux qui l'ont envoyé sous le coup près de la guillotine. Est-ce qu'ils ont été purgés plus tard, peut-être même par Turreau, qui continuera à avoir un rôle militaire jusque sous la Restauration et qui avait accès au ministère de la Guerre et aux archives? C'est ce que pensait un historien républicain qui s'appelait Chassin. On n'en sait rien. Toujours est-il que la lettre a existé puisqu'on a le résumé. Turreau demande que l'on approuve son plan de traverser la Vendée en 12 colonnes agissantes. Une phrase. C'était quoi ce plan? Il a existé, on ne l'a pas. C'était quoi les instructions de Turreau? Elles ont existé, on ne les a pas. Qu'est-ce qu'on connaît du plan de Turreau? On connaît seulement l'ordre de marche qu'il donne à ses généraux au terme d'une réunion essentielle qui aura lieu à Douai, les 18 et 19 janvier à 94. Alors on a, par contre, il nous reste des bribes de la correspondance Turreau-Carnot. Je vous expliquais qu'on ne l'a plus dans les archives, on la retrouve pour partie chez Savary. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vous donne 2 citations. Turreau écrit au comité de salut public. Au comité de salut public. C'est quand même remarquable qu'un général écrive directement au gouvernement sans passer par le ministre de la Guerre. Ça, franchement, pour un fonctionnaire comme moi, les bras m'en tombent. Fonctionnaires civils, certes, mais enfin, les militaires sont encore plus à cheval que les civils sur le respect de la chaîne hiérarchique, normalement. Donc, un fonctionnaire qui écrirait directement au gouvernement, au chef de l'État, ou même au Premier ministre, en passant, ne serait-ce que par-dessus son directeur, ça se passerait très 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 mal pour lui, très très vite. Et là, Turreau, lui, il écrit directement à Carnot sans écrire à Bouchotte. Bon. Et il lui écrit « Vous devez également prononcer d'avance sur le sort des femmes et des enfants que je rencontrerai dans le pays révolté. S'il faut les passer tous au fil de l'épée, je ne puis exécuter une pareille mesure sans un arrêté qui mette à couvert ma responsabilité. » Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi cette idée complètement folle que je devrais passer au fil de l'épée les femmes et les enfants, alors que la loi du 1er août, n'est-ce pas, disait qu'il devait être conduit dans l'intérieur avec tous les égards dus à l'humanité. Pourquoi est-ce que Turreau pose une question aussi absurde alors que la loi lui dit de n'en rien faire? La réponse, c'est qu'on lui a certainement dit voilà ce qu'on veut de toi, mais qu'on ne lui a pas donné l'ordre écrit. Alors lui, il se dit quand même, c'est un peu énorme. Donc lui, ce qu'il veut, il fait ce qu'on m'a appris à l'ENA, on avait un cours de déontologie, que faire si on vous donne un ordre illégal? Réponse, vous devez exiger un ordre écrit. Parce qu'à ce moment-là, comment dirais-je, votre supérieur ne vous donnera pas l'ordre écrit. Et il ne pourra pas vous accuser d'avoir désobéi, puisqu'il n'a pas donné d'ordre écrit. Bon. En plus, même s'il vous donne un ordre écrit, mais que cet ordre est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir législatif ou réglementaire, vous n'avez pas le droit de l'exécuter. Bon, je vais vous faire un cours de déontologie de la fonction publique. Mais enfin, l'idée, Turreau demande un ordre écrit parce qu'il veut être couvert. Il a bien compris que le gouvernement veut, contrairement à la loi, à la lettre de la loi du 1er août, faire massacrer les femmes et les enfants. Il dit, il faut me donner un ordre qui mette un arrêté qui mette à couvert ma responsabilité. C'est là qu'on voit que l'administration ou l'armée n'a pas changé en 200 ans. Le parapluie tout de suite. Ça, c'est... on ne va pas faire des choses aussi énormes sans se faire couvrir. Et c'est normal. Un fonctionnaire comme un militaire ne peut pas se permettre de faire des choses aussi énormes, d'ailleurs même avec un ordre. Et que répond Carnot? Tu te plains de ne pas avoir reçu du comité l'approbation formelle de tes mesures. Alors, lui paraissent bonnes et tes intentions pures. Mais éloigné du théâtre des opérations, il attend les grands résultats pour se prononcer. Autrement dit, écoute mon vieux, tu sais ce qu'on attend de toi, tu sais quel résultat on veut, on ne va pas rentrer dans les détails, tu sais ce que tu as à faire. Autrement dit, il ne va pas lui donner un ordre écrit. Tes mesures lui paraissent bonnes et tes intentions pures, et ça suffit. Il ne va pas lui donner un ordre précis. Turreau s'estime-t-il couvert? En fait, il va obtenir quelque chose de mieux, parce que le gouvernement ne va quand même pas le laisser seul en race campagne. Il va lui envoyer 2 représentants en mission, Hens et Francastel. Représentants, je le rappelle, qui ont des pouvoirs illimités. Ils ont la totalité des pouvoirs de la Convention. Leurs arrêtés ont force de loi. Autrement dit, si Hens et Francastel disent quelque chose à Turreau, c'est comme si la Convention et le Comité de salut public le lui avaient dit. Alors c'est beaucoup plus pratique, vous comprenez, parce que là, on n'a pas besoin d'écrire, on envoie quelqu'un. Et alors je vous passe d'autres correspondances, ils te transmettront les intentions du comité.
Autrement dit, il n'y a rien d'écrit, mais on t'envoie des gens qui vont te dire les choses. Si ensuite Turreau fait ce qu'il fait, c'est évidemment parce qu'on lui a dit de le faire. Donc je reprends la symbiose politico-militaire, n'est-ce pas, et je reviens sur un point de la réunion de Douai. La réunion de Douai, Turreau réunit ses généraux, c'est normal, avant de lancer une expédition, on réunit les généraux et on leur donne les ordres. Et à ce moment-là, on est le 18 février, non, on doit être le 18 janvier. Voilà. Monsieur, lui, de la réunion de Douai, rappelez-moi. Oui, mais c'est janvier, c'est bien. Oui. Je me disais bien que j'avais écrit une sottise, là. Parce que le 18 février, il aurait eu N.C. Francastel. Le 18-19 janvier, il ne l'a pas. Mais vous savez, quand on a écrit une sottise, on finit par croire soi-même à ce qu'on a écrit. Donc, enfin, heureusement, donc, vous oubliez février, c'est janvier. Ils ont à ce moment-là un représentant en mission avec eux, qui est le représentant en mission Laplanche, un ancien bénédictin, qui accompagne la colonne infernale de l'armée du Nord, commandée par Duquesnoy, qui vient renforcer l'armée de l'Ouest. Et ce représentant émet un arrêté, donc il y a une force de loi, et voilà ce que dit l'arrêté, à diffuser dans toutes les communes républicaines du territoire insurgé. La Vendée va être traversée par 12 colonnes formidables de républicains. Il faut en exterminer les infâmes habitants, en arracher les subsistances, et c'est par vos charrettes qu'elles doivent nous être apportées. Parce que le but de l'arrêté, c'est de réquisitionner toutes les charrettes de manière à retirer tous les vivres de Vendée, hein, en même temps qu'on va exterminer les habitants. Pourquoi est-ce qu'on retire les vivres? Si vous diriez, si on extermine les habitants, on n'a pas besoin de retirer les vivres. Oui, mais à Paris, on crève de faim. Donc, on a absolument besoin de récupérer toutes les récoltes de Vendée pour alimenter Paris. C'est pour ça qu'on réquisitionne les charrettes. Et on doit exterminer les infâmes habitants. Ou bien ils ne parlent pas français, ou bien on ne comprend rien à rien. Mais enfin, habitants, c'est habitants. Hein. C'est pas les rebelles. Bon. L'arrêté, le 20 février, et là pour le coup c'est vraiment le 20 février, N.C. Francastel, je vous l'ai dit, avait été nommé les 10 et 12 février. Ils arrivent le 20 parce qu'il faut quelque temps pour arriver sur place. Et ils prennent tout de suite un arrêté à la demande de Turreau, un arrêté sur les réfugiés. Alors cet arrêté, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, il dit grosso modo que ceux qui sont réfugiés sur les lisières du pays insurgé doivent le quitter, n'est-ce pas? Et ils résument leur arrêté de la manière suivante. Ils se disent il n'y aura pas moyen de ramener le calme dans le pays qu'en faisant sortir ce qui n'est pas coupable et acharné et en exterminant le reste. En fait, cette phrase-là est une phrase qui date d'après le 9 Thermidor, parce que je n'ai pas voulu vous citer l'arrêté du 20 février. L'arrêté du 20 février était encore plus restrictif. Il ne concernait que les réfugiés, c'est-à-dire ceux qui avaient un certificat de réfugiés, c'est-à-dire les républicains qui avaient fui leur village qui s'était soulevé et qui s'étaient réfugiés dans des villes plus importantes, car les villes les plus importantes, mais même des villes comme Machecou, restent généralement républicaines. Les Sables d'Olonne, par exemple, jamais les Vendéens ne la prendront. Et donc, ils quittent leur ferme et ils vont se réfugier en zone républicaine. Ils ont un certificat, mais ils sont encore dans le pourtour du pays insurgé. Et on leur dit, vous partez parce qu'on va massacrer tout ce qui reste. Après le 9 Thermidor, N.C. Francastel vont essayer de faire croire, et ce n'était pas complètement faux, que ce qu'ils espéraient en fait, c'était faire fuir un maximum de gens que l'on arrêterait à la Loire, et d'ailleurs ils vont prendre un autre arrêté en disant tous ceux qui se présentent pour franchir la Loire peuvent le faire à Ancenis et à Grande, et là on les arrête et on les met sous bonnet de surgarde, alors, y compris jusqu'à Chartres, n'est-ce pas? On prendra ensuite à leur égard, je cite, des mesures ultérieures. Et on ne précise pas ce qu'on leur fera. Mais quand on voit ce que l'on avait fait à ceux qui s'étaient rendus à Savenay, ça ne devait pas être un programme extrêmement sympathique. Mais l'idée, c'est bien d'exterminer. Voilà, donc je vous parlais du 20 février, le 19 mars, un mois plus tard, ils prennent donc un arrêté dans lequel ils ordonnent la mise en arrestation des réfugiés au fur et à mesure de leur franchissement de la Loire, en vue de mesures ultérieures. Donc, déjà, je n'ai pas le temps de passer sur la voie du 18 Brumaire, donc on va sauter ça. Alors maintenant, comment est-ce qu'on désigne l'objectif militaire? Alors, au début, il faut bien voir, là je rentre dans le point de savoir quel est le groupe visé
par l'opération des colonnes infernales ou par la politique du gouvernement révolutionnaire en Vendée. Dans le discours global, le discours politique, n'est-ce pas, on vous parle des fanatiques, des aristocrates, bon, ça ne veut rien dire, hein. Les aristocrates, par exemple, la marquise de la Roche-Jacquelin, aristocrate, ça désigne tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la Révolution. La marquise de la Roche-Jacquelin, dans ses mémoires, dit que les paysans disaient « nous autres aristocrates », ce qui devait bien la faire rire, mais aristocrate à ce moment-là ne veut pas du tout dire membre de la noblesse, hein, ça veut juste dire aussi la Révolution. Contre-révolutionnaire, rebelle, brigand. Alors brigand, j'avais fait une conférence sur ce mot-là, je ne vais pas y revenir, mais enfin, un brigand, normalement, c'est un brigand de grand chemin. En fait, ce mot est utilisé pour nier aux Vendéens toute consistance politique. N'est-ce pas? C'est une espèce de criminalisation du mouvement social, comme on dirait aujourd'hui. On l'a évoqué un peu à propos des Gilets jaunes, pour dire non, c'est pas des revendications, c'est des malfaiteurs. Enfin, en tout cas, c'est un discours qu'on a un petit peu entendu. Là, on dit, voilà, ils n'ont pas de revendications, ce ne sont pas des interlocuteurs valables, ils n'ont pas de revendications politiques, ce sont des brigands. Les brigands, comment dirais-je, sous l'Ancien Régime, normalement c'était la pendaison, après procès certes, mais c'était la pendaison. Or, aucun de ces termes n'est défini légalement et ne correspond à une catégorie repérable opérationnellement par les colonnes. Alors que voulez-vous, les militaires sont des gens extrêmement sérieux et ils sont prêts à faire ce qu'on leur dit, mais enfin il faut leur donner un ordre clair. Il faut que l'ordre soit opérationnel. Aucun de ces mots n'est opérationnel. C'est quoi un fanatique? C'est quoi un aristocrate? Comment je le reconnais? Parce qu'il faut quand même... Ça pose, le soldat, là, quand il a quelqu'un au bout de son fusil, il faut quand même qu'il se pose un minimum de questions. Est-ce que c'est ça l'objectif? Alors, dans le discours global, voilà les termes qu'on utilise. Si je passe maintenant au niveau des politiciens nationaux, là, on est déjà beaucoup plus précis. On commence à parler de la population. J'ai déjà fait des citations avec ce mot-là. Je vous en donne quelques-unes. Barère, donc ça c'est dans le discours sur la loi du 1er août, il parle d'une population parricide et coupable. Parricide, n'est-ce pas, parce qu'elle se dresse contre le... Alors je ne sais pas si ce serait plutôt matricide, si c'est contre la République ou la France. Une population parricide et coupable. C'est toute la population. Hein. La population, sur la loi du 1er octobre, la population entière du pays révolté est en rébellion et en armée. Donc c'est vraiment pas un appel à faire des distinctions. Le représentant de la mission Chaudieu, en juillet 1993, écrivait aussi dans son rapport « La population entière des départements insurgés est armée contre nous ». Il est vraisemblable d'ailleurs que c'est ça que reprend Barère, bien qu'il ne le cite pas dans son discours. Montmoreau, alors qui lui est un propagandiste, mais qui est commissaire des armées, je crois qu'il est aux approvisionnements, fait une mission en Vendée, rend son rapport en octobre 1993. On peut considérer comme ennemi toute la population du pays, y compris les femmes. Le représentant en mission du Bois-Crancé, qui lui est en plus un ancien militaire, il a été dans le corps des mousquetaires sous l'Ancien Régime. On peut dire de la Vendée que le combat ne finira que faute de combattants, mais que ce terme n'est pas éloigné. La population est détruite, et c'est d'avoir coupé le mal dans la racine. Il dit ça en mars, donc on est vraiment en pleine période des colonnes infernales, je vous rappelle, 21 janvier jusqu'à la mi-mai. Et Hens et Francastel se vanteront à la fin de l'opération, ou presque à la fin, 21 avril, la population est détruite, et il n'y reste que des assassins, c'est-à-dire ceux qui sont dans les forêts et qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc la population, ça c'est le niveau des politiciens au niveau national. Les représentants en mission sur place, eux, vont utiliser un autre terme, qui est encore plus précis pour le soldat, les habitants. Carrier, par exemple, écrit au Salut public qu'il va faire passer à Axo l'ordre impératif de mettre à mort dans tous les pays insurgés tous les individus de tout sexe qui s'y trouveront indistinctement. Ça ne peut pas difficilement être plus clair. Hein. On ne leur demandera pas s'ils sont révolutionnaires ou catholiques et royaux. Et ça c'est le 11 décembre, 2 jours plus tard, il écrit au général Axo, il entre dans mes projets, et ce sont les ordres de la Convention nationale, d'enlever toutes les subsistances, les denrées, les fourrages, tout en un mot de ce maudit pays, de livrer aux flammes tous les bâtiments, d'en exterminer tous les habitants, car je vais incessamment en faire passer l'ordre. Le représentant en mission Francastel
au général Grignon, qui est un des généraux des colonnes infernales, « Je compte bien que le mouvement actuel de la Vendée sera le dernier et que ce pays sera purgé de ses infâmes habitants. » Hens Garot et Franck Castel écrivent ensemble au comité de salut public le 19 février. Ils sont arrivés auprès de Turreau le 12, donc c'est une semaine après. La guerre de Vendée ne finira que quand il n'y aura plus un habitant dans la Vendée. Alors, désigner l'objectif maintenant au niveau des militaires. Vous avez vu, au niveau du discours politique global, au niveau des politiciens nationaux, au niveau des représentants en mission, maintenant au niveau des militaires. Alors, on prend le plus haut niveau des militaires. Je suis en train, en fait, de vous dévaler la chaîne de commandement, ce qui est, en fait, la méthode qui a été utilisée, notamment pour les affaires d'ex-Yougoslavie. Parce que là, il y avait quand même une vraie chaîne de commandement militaire. Au Rwanda, c'est un peu différent. Si mes intentions sont bien secondées, écrit Turreau au comité de salut public le 24 janvier, il n'existera plus dans la Vendée sous 15 jours, ni maison, ni subsistance, ni armes, ni habitants, que ceux qui, cachés au fond des forêts, auront échappé aux plus scrupuleuses perquisitions. C'est assez clair, c'est écrit au comité de salut public. Autrement dit, si le comité de salut public n'était pas d'accord, il aurait pu écrire à Turreau, ne t'a rien compris, c'est pas du tout ce qu'on a demandé. Évidemment, rien de ça ne lui sera écrit. Ordre de Huchet, qui est un des généraux des colonnes infernales, comme Grignon, qui demande à son adjoint Cortez, qui est adjudant général, donc colonel, « Si tu trouves encore des paysans, des femmes dans les communes où nos colonnes ou détachements auront passé récemment fusillés, c'est autant de partisans des ennemis, c'est aussi autant d'espions. » Alors, j'aurais pu vous prendre je ne sais pas si je l'ai mis d'ailleurs, l'ordre que donne un des capitaines sous les ordres de Huchet, qui donne l'ordre à sa troupe, que quand elle sera passée là, il ne faut pas qu'il reste même un chien pour aboyer. Hein, et quand on donne des ordres aux militaires, plus on descend, n'est-ce pas, il faut utiliser un langage absolument non susceptible d'interprétation et sans la moindre ambiguïté. Alors, quand on dit il ne faut même pas qu'il reste un chien pour aboyer, bon, c'est assez clair. Le général Grignon, donc, on a eu tout à l'heure le Franck Castel au général Grignon, et maintenant voilà comment Grignon retransmet l'ordre à sa colonne. Mes camarades, nous entrons dans le pays insurgé, je vous donne l'ordre exprès de livrer aux flammes tout ce qui sera susceptible d'être brûlé, de passer au fil de la baïonnette tout ce que vous rencontrerez d'habitants sur votre passage. Je sais qu'il peut y avoir quelques patriotes dans ce pays, c'est égal, nous devons tout sacrifier. Ben, on continue à défiler la chaîne de commandement. Donc maintenant, on a vu les généraux, on passe aux officiers subalternes. Officier subalterne, c'est-à-dire capitaine, lieutenant, sous-lieutenant. Chaque soldat, alors, il y en a un d'eux, le capitaine Bouvray, qui écrit à Robespierre, cette lettre a été retrouvée dans les papiers de Robespierre après sa mort. Chaque soldat a mis à mort qui lui a plu, aucune peine n'a été portée, aucune précaution n'a été prise pour réprimer ou modérer l'ardeur du sang et du pillage. Alors Bouvray, là, évidemment, comment dirais-je, il écrit à Robespierre, donc il est un peu prudent. Il dit ce qui se passe, il ne dit pas qu'on lui en a donné l'ordre, mais enfin, il espère sans doute que Robespierre... en plus, ça, c'est avant les colonnes infernales, c'est novembre 93. Mais les massacres n'ont pas commencé en janvier 94. On vous parlait tout à l'heure de Vertou. Le massacre de Vertou, c'est septembre 93. Le capitaine Dupuis à sa sœur en janvier 94. Partout où nous passons, nous portons la flamme et la mort. L'âge, le sexe, rien n'est respecté. Hier, un de nos détachements brûla un village. Un volontaire tua de sa main 3 femmes. C'est atroce, mais le salut de la République l'exige impérieusement. Quelle guerre, nous n'avons pas vu un seul individu sans le fusiller. Le lieutenant Henry, alors j'ai rétabli l'orthographe, parce que sinon c'est... Nous venons de recevoir de la Convention un ordre qui est bien triste, qui est de parcourir toute la Vendée et d'égorger tout ce que nous trouverons, hommes, femmes et enfants. Hein, alors il dit quand même, il y a une exception pour les réfugiés, donc c'est l'arrêté sur les réfugiés, c'est-à-dire ceux qui avaient un document timbré prouvant qu'ils étaient républicains, et qui pouvaient partir. Mais cela dit en passant, inversement, ceux qui n'avaient pas le certificat et qui voulaient partir, on a des commissions militaires qui ordonnent de fusiller un tel, motif n'a pas de certificat de réfugié. Comme quoi, n'est-ce pas, il y a eu des époques où c'était beaucoup plus grave, il y avait des passes et c'était beaucoup plus grave que de ne pas les avoir. Ce qu'on a pu connaître il y a 2 ans. Mais enfin, la logique du pass, vous voyez, n'est pas une logique totalement nouvelle. Oublions la plaisanterie. Désigner l'objectif, alors maintenant, je passe aux hommes du rang. On a vu les sous-officiers.
Le soldat Brousset. Le soldat Brousset n'est pas n'importe qui, puisque c'est le futur médecin Brousset qui a donné son nom à l'hôpital Brousset à Paris. C'est un homme relativement instruit, qui a écrit à ses parents en septembre 93, ceci pour vous dire, que c'est pour ça que je pense aussi que ça a commencé avant les colonnes infernales, mais les colonnes infernales, il y a un modus operandi qui est vraiment très clair. Nous ne rentrerons qu'après en avoir, et nous entrons en Vendée, c'est le début de la phrase, nous ne rentrerons qu'après en avoir définitivement exterminé toute la race. Bon, là aussi, il ne s'agit pas d'exterminer les rebelles, hein, il s'agit d'exterminer toute la race. Nous sommes à la Vendée, écrit le soldat Bénard à sa famille le 2 septembre 93, pour exterminer tous ces gens de brigands où ils sont assemblés. Alors, c'est quoi ces gens de brigands? En fait, gens doit s'entendre au sens du 19 du 18e siècle, c'est-à-dire ce peuple, un gens au sens latin. Le soldat Cholet, lettre à ses parents, nous avons tué tous les hommes, femmes et enfants et mis le feu partout. 12 février 1994. Le soldat Joli-Clair, nous allons y porter, en Vendée, le fer et la flamme d'une main, le fusil de l'autre, et de l'autre la torche. Il faut que tous périssent. Alors lui, il dit sauf les petits-enfants, et c'est intéressant. Il faut que ces départements servent d'exemple aux autres qui auraient envie de se révolter. On voit bien la logique. C'est intéressant d'ailleurs que Henri dise « Nous avons reçu un ordre de la Convention ». La Convention n'a jamais donné cet ordre, mais le comité de salut public qui est élu par la Convention, le comité de salut public, oui, qui est élu par la Convention, a eu Carnot a ses correspondances avec Turreau, et en fait, donc, s'est présenté aux soldats, puisque le lieutenant Henri, lui, on lui a dit « La Convention ordonne que ». Donc lui, il est persuadé qu'en fait, il remplit les ordres de la Convention. Alors pourquoi sauf les petits-enfants? Parce qu'il arrivait qu'on utilise les petits-enfants, c'est-à-dire en fait moins de 12 ans, on les plaçait dans des familles républicaines pour rééducation, et en fait, il semblerait qu'ils aient été très souvent utilisés comme main-d'œuvre forcée. Il y a eu une étude sur ces enfants à Angers, il paraît qu'ils ont péri dans une proportion de 75%. Le lendemain, alors là, je saute et je vous prends alors la fin de la période, vous voyez même à la mi-juillet, c'est-à-dire en fait très tard, bien après le départ de Turreau qui est animé, compte rendu de cavalier du pain à sa mère. Le lendemain, nous y retournâmes en force, nous en tuâmes environ 20 qui étaient à moissonner. Le surlendemain, nous y allâmes pour attaquer, nous allâmes 200 hommes de cavalerie et 1500 d'infanterie, nous les surprîmes à notre tour dans leur retraite, nous leur donnâmes la déroute, nous en avons tué 300, pendant que nous les amusions par devant, une autre colonne les prit par derrière, et en fit une boucherie, nous ne perdîmes pas un seul homme, ni tué ni blessé. Vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'un combat. Hein, d'ailleurs, il le dit explicitement, les premiers qu'ils ont tués, ils étaient là à moissonner, on est en juillet. Hein, et ils tuent 300 personnes, et ils n'ont pas un seul tué ou blessé. Ça veut dire qu'évidemment, ils ont tué des paysans qui n'étaient pas armés. Hein, mais évidemment, dans le compte-rendu, ils diront qu'ils ont tué des rebelles. Donc, tout ceci était pour insister sur le fait qu'il y a bien eu une chaîne de commandement du haut en bas. On pourrait insister, par exemple, en expliquant que des généraux qui ne montraient pas assez de zèle, comme Barre, ont été immédiatement suspendus, mis en prison et n'en sortiront qu'après le 9 Thermidor, car il y a eu quelques généraux qui ont quand même trouvé que c'était un peu violent, de la même manière que dans l'affaire algérienne, il y a eu des généraux qui ont, Bénouville, qui ont refusé de recourir à la torture, et ceux-là se sont trouvés aux arrêts de forteresse. Il y a eu 3-4 généraux qui ont... On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas tué, mais ils n'ont pas massacré avec l'ardeur qu'on attendait d'eux. Et ceux-là ont été immédiatement privés de leur commandement. Alors, je le dis parce que certains historiens disent, vous voyez bien que les ordres en plus n'ont pas été vraiment appliqués. Non, mais qu'ils n'aient pas été appliqués, il faut voir ce qu'on a fait à ceux qui ne les ont pas appliqués ou pas appliqués avec assez de zèle. Ce qui fait qu'à la fin, dire que tous les généraux n'ont pas massacré de bon cœur, non seulement ne prouve pas ne prouve rien contre le génocide, mais prouve au contraire le génocide, puisque justement, il leur est arrivé des bricoles à cela. À la fin, les colonnes infernales ne marchent pas. C'est un échec militaire. Pourquoi? Alors, les moyens sont insuffisants. Je dis, il avait 40 000 hommes, il ne lui en restait que 12 à 15 000, et 15 000 c'est vraiment très exagéré, il y a 12 colonnes, grosso modo de 1000 hommes chacune. Or, le front est de 80 km. Alors, vous faites le compte, vous ne pouvez pratiquement... vous devriez normalement procéder en double rideau quand vous faites une opération comme celle-là, parce que vous avez une première ligne qui avance, puis il y en a peut-être qui vont réussir à percer la première ligne
ou à glisser entre les soldats, et il faut à ce moment-là qu'il y ait un deuxième rideau pour les arrêter. Donc en fait, vous devriez avoir 2 fois 6 000. Et comme vous avez réparti ça sur 80 km, ben en fait, vous avez grosso modo, alors, théoriquement, ça ferait pratiquement un homme tous les 6 mètres. Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Autant en principe, on les met par groupe de 30, mais à ce moment-là, la distance qu'il y a entre 2 groupes est supérieure à ce qu'on peut voir dans le bocage. Parce que le bocage est un pays qui est coupé de chemins creux. Et bon, pour avoir fait quelques manœuvres, évidemment, puisque j'ai fait ça à Couët-Quidan, où il y avait aussi beaucoup de végétation. Faire avancer une troupe dans une forêt en ligne, je vous assure que c'est pas évident. Hein. Heureusement qu'on avait des boussoles, on n'avait pas des GPS, on avait encore des boussoles et des moyens radio pour vérifier qu'on était bien à la même hauteur. Mais évidemment, en 1794, les soldats n'avaient pas de boussole et ils n'avaient également pas de talkie-walkie. Hein. Donc faire avancer une troupe en ligne sur 80 km dans un pays coupé de bois, c'est extrêmement difficile. Moyennant quoi, le peigne est beaucoup trop large, parce qu'on ne peut pas, en fait, mais les gens ne sont pas à touche-touche, et les cheveux sont emmêlés, c'est-à-dire qu'on est dans un pays de bocage. Résultat, qu'accroche le peigne? Eh ben, il accroche les nœuds, c'est-à-dire les villages. Et donc l'histoire militaire des colonnes infernales, il ne faut pas se surprendre si c'est une suite de massacres de villages. Alors on connaît les Luc-sur-Boulogne qui est un des plus fameux, mais les vrais combattants, eux, qui connaissent le pays, passent entre les colonnes. Et d'ailleurs, Turreau s'en plaint, parce qu'il se plaint qu'il s'infiltre derrière nos colonnes et parfois attaque à revers. Donc, et là, ça se passe très mal, parce que les Vendéens qui faisaient largement grâce à leurs prisonniers, pensaient à la grâce de Bonchamp, donc qui est au moment du passage de la Loire après la bataille de Cholet, là, les Vendéens ne font plus grâce. Hein. On a des témoignages, ça a été publié dans un ouvrage publié par l'historien Alain Gérard, qui est aussi un administrateur du souvenir vendéen, où il raconte que tel paysan, n'est-ce pas, rentre dans son village, il voit tout brûler, et il tombe ensuite sur un soldat qui lui demande à être un soldat républicain qui n'est, comment dirais-je, qui n'est plus armé, ou en tout cas qui demande à être fait prisonnier, à être conduit au général, et le Vendéen dit, je lui ai foutu un coup de fusil dans le ventre, et j'ai pris ce qu'il avait sur lui. Vous comprenez, il vient de voir son village massacré, sa ferme. Hein. Là, les Vendéens ne font plus. Tout soldat bleu qui est pris à ce moment-là est immédiatement massacré. Hein. Et d'ailleurs, ça nuit beaucoup à l'efficacité des colonnes infernales. Parce que du coup, les soldats se battent avec moins de zèle. En fait, ce qui les intéresse, c'est d'être dans un groupe qui va tomber sur un village où on pourra piller et récupérer quelque chose et tuer des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre, mais on ne va pas mettre beaucoup de zèle à trouver les vrais combattants, parce que là, si on n'a pas le dessus, c'est certain qu'on n'en réchappe pas. Donc les colonnes infernales sont un échec militaire, mais c'est surtout un échec politique. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce qu'on appelle une guerre asymétrique. La guerre asymétrique, n'est-ce pas, c'est la guerre, normalement une guerre c'est entre 2 États. Et il s'agit d'acculer l'armée ennemie à la capitulation, où le gouvernement, l'autre gouvernement, a demandé la paix. Dans une guerre asymétrique, ce n'est pas la même chose. Vous avez un mouvement de guérilla dont le but est simplement d'empêcher celui qui se prétend le gouvernement de gouverner. Et tant qu'ils réussissent à le faire, c'est eux qui gagnent. Alors, le genre de guerre asymétrique que vous avez connu dans l'actualité récente, c'est l'Afghanistan, c'est l'Irak, ça a été le Vietnam, avant encore qu'au Vietnam, il y avait un gouvernement du Nord-Vietnam. Mais vous voyez la logique. Ce genre de guerre est à peu près ingagnable. C'est à peu près ingagnable parce que dans ces guerres, il y a une population qui se dresse et en fait, c'est un problème politique. Les guerres asymétriques ne peuvent être réglées que par des moyens politiques. On ne peut pas les régler par des moyens militaires. Nous avons connu une guerre asymétrique en Algérie. Eh bien, cette guerre était ingagnable tant qu'on ne pouvait pas administrer paisiblement l'Algérie. Or, même si on pouvait défaire le FLN à chaque fois qu'on avait un engagement militaire avec lui,
de toute façon, on ne pouvait pas gouverner paisiblement l'Algérie. Donc, même avec une victoire militaire, ça devait être une défaite politique. Une guerre asymétrique ne peut se régler que par des moyens politiques. C'est un échec politique, impossibilité de pacifier le pays, et donc nécessité de négocier une paix. Et donc là, je m'arrête parce qu'on va arrêter l'expédition des colonnes infernales de manière progressive, parce que vous avez le 9 Thermidor qui donne un coup d'arrêt, mais on va en fait essayer de continuer, et on va avoir besoin d'envoyer des troupes aux frontières. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrête, qu'on retire beaucoup de troupes à Turo et à l'armée de l'Ouest en mai, parce qu'il faut les envoyer aux frontières, et on remportera la victoire de Fleurus avec ça. Mais on ne pourra pas envoyer de troupes en Vendée, et donc on aura de moins en moins les moyens de faire la guerre. Et donc à la fin, cette expédition s'effiloche dans le deuxième semestre 94. On ne renonce pas d'ailleurs au massacre, et on en commet encore, y compris après la chute de Robespierre, mais ça n'a plus le caractère systématique du ratissage massacrant de Turo de janvier à mai. Et en décembre, le 2 décembre 94, le gouvernement révolutionnaire est obligé d'accorder une amnistie. Carnot est dégoûté, n'est-ce pas? Il est forcé de le faire sous la pression, notamment d'ailleurs des députés républicains de l'Ouest qui ont été abondamment, dont les électeurs ont été abondamment massacrés, et dont les propriétés, car ils avaient tous acquis de grasses propriétés, ont été incendiées. Et Carnot monte à la tribune en disant voilà le plan que je suis chargé de vous présenter. On a l'air de dire si c'était moi. Bon, mais à ce moment-là, on n'a plus les moyens. Donc le bilan. Le bilan est intéressant aussi. Heinz et Francastel, avril 94, donc vers la fin de l'exclusion des colonnes infernales, osent écrire au comité de salut public: vous pouvez être assuré que la Vendée est un désert et qu'elle ne contient pas 12 000 personnes vivantes. Bon, en fait, tout le monde s'était réfugié dans les forêts. Mais il y avait sans doute 600 000 personnes encore en Vendée. Mais on n'en voyait plus. Ils s'étaient tous dispersés, ils se cachaient. Mais eux, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour eux, ils ont gagné. On a tué tout le monde, alors il ne reste plus que 12 000 personnes en Vendée. Donc, en fait, le génocide, c'est encore les génocidaires qui en parlent le mieux. Ils étaient persuadés d'avoir réussi leur coup. Ça vous montre aussi un peu l'irréalisme de ces gens, mais ça montre en même temps la réalité de leurs intentions. Le représentant en mission Ingrand, qui est envoyé en août 94, donc bien après la chute de Robespierre, enfin bien après, le 9 Thermidor, c'est le 27 juillet, donc le 16 août, on est 3 semaines après. Donc il résume ce qui s'est passé. Turo eut le commandement de l'armée de l'Ouest, il organisa 12 colonnes dites révolutionnaires qui furent chargées de tuer et incendier tout ce qui se rencontrait sur leur passage. Donc lui, c'est un représentant en mission qu'on envoie, il rend compte de ce qui s'est passé. Et il écrit au comité de salut public. Donc, et comment dirais-je, on peut penser qu'il ne ment pas. Hein. Simplement, évidemment, il jette toute la responsabilité sur le militaire, sur Turo. Babeuf, donc en octobre 94, on est à la veille du procès Carrier, on est déjà dans le procès des 132 Nantais, mais je ne rentre pas dans les détails, écrit ceci. Et Babeuf est un type de gauche, hein, mais alors vraiment de gauche révolutionnaire très sérieuse. Il passe pour un des premiers théoriciens du communisme. D'ailleurs, l'essentiel de ses écrits originaux est, paraît-il, à Moscou, parce qu'on les avait achetés, les communistes les avaient achetés comme étant, au fond, l'ancêtre fondateur, l'un des premiers penseurs du communisme. Mais il est lui-même assez écœuré par ce qui s'est passé. Il dit « Et qu'on ne veuille pas, qu'on ne veuille point ». Je prends cette citation parce qu'il y a des gens qui disent « mais oui, mais on n'a pas vraiment voulu tuer tout le monde ». On essaye d'embrouiller, de jouer sur les mots. Babeuf, qui est un contemporain, écrit « Et qu'on ne veuille point établir la distinction par les mots tous les brigands, on n'a pas entendu tous les habitants, et par tous les repères, toutes les habitations ». Parce qu'évidemment, vous avez des gens qui encore aujourd'hui ergotent en disant « Mais attendez, la loi dit on incendiera les repères des rebelles, donc c'était pas tout ». Oui, manque de peau, comme on sait bien tout qu'on a incendié sur le terrain, c'est que sans doute les mots n'avaient pas le sens qu'on leur donne aujourd'hui. Et Babeuf le dit déjà, qu'on ne veuille point établir la distinction que par les mots tous les brigands, on n'a pas entendu tous les habitants, et par ceux tous les repères, toutes les habitations. Je dis ici, moi, que Carrier a eu raison lorsque dans ses défenses, il a soutenu qu'il interprétait la loi comme ceux qui l'avaient faite, en n'admettant point d'exception, en regardant qu'il n'y avait pas dans la Vendée un seul habitant qu'on ne considéra brigand, et que repère, expression figurée, désignait toutes les habitations.
je prends uniquement des témoignages républicains, parce qu'évidemment, je pourrais vous prendre des témoignages royalistes, mais enfin, c'est quand même mieux dans une argumentation de se servir, c'est comme au judo, de la force que le parti adverse a à vous opposer. Donc, une entreprise criminelle, j'entre dans ma conclusion, une entreprise criminelle à expliquer, parce que il n'y a aucune raison de douter qu'en 1789, il y avait véritablement en France une aspiration à la liberté et à l'égalité. Ça n'est pas niable. Et on ne peut pas penser que tous ceux qui ont fait 89 étaient des hypocrites qui s'avançaient masqués pour massacrer les gens. Mais ça pose une question. Comment est-ce qu'on passe de 89 à l'aspiration à la liberté, à l'égalité et même à la fraternité, même si ce n'est pas dans la devise républicaine à l'époque, mais enfin, on parle beaucoup de fraternité à l'époque, n'est-ce pas? C'est salut, toutes les lettres se terminent par salut et fraternité, toutes les adresses au club des Jacobins, frères et amis. Bon, comment part-on de liberté, égalité et fraternité en 89 pour arriver à un génocide 4 ans plus tard, 5 ans plus tard? Là, il y a quelque chose qui est totalement contre-intuitif. D'autant plus quand je vous dis, on ne peut pas soupçonner la sincérité de l'élan de 89. Eh bien, en fait, c'est qu'on a le concept de régénération. On suppose, n'est-ce pas, qu'il y a eu un... Alors là, la rhétorique du vieux monde et du nouveau monde, c'est une rhétorique qui n'a pas cessé d'être utilisée depuis, mais il y a cette idée qu'au fond, cette idée qu'on appelle parfois une palingenèse, n'est-ce pas? Le vieux monde va s'effondrer et un nouveau monde va naître. C'est une conception de l'histoire cyclique. L'univers dure un certain temps, puis à un moment il s'effondre sur lui-même et un nouvel univers apparaît, la palingenèse. Et c'est un petit peu l'idée que l'on a en 89. C'est-à-dire qu'on va... D'ailleurs, le mot régénération, soit dit en passant, est utilisé une première fois par Louis XVI. Quand il convoque les États généraux, il veut régénérer le royaume. Évidemment, il ne l'entend pas dans le sens où on va l'entendre ensuite. Mais se régénérer implique nécessairement qu'il y a des dégénérés. C'est-à-dire, vous ne régénérez pas s'il n'y a rien à régénérer. N'est-ce pas? Donc, tout ce discours sur la régénération, et si vous avez le temps, allez lire l'article Régénération dans le dictionnaire de la Révolution française de François Furet, comment dirais-je, bon, c'est évidemment la référence. Donc, on suppose l'éradication d'un vieux monde qui est incompatible avec la société idéale. Face à ça, cette régénération, n'est-ce pas, supposait qu'on abatte, n'est-ce pas, la superstition, les idées anciennes. C'était presque une révolution culturelle. D'ailleurs, un des grands zélateurs de cette période a écrit un ouvrage, comment dirais-je, qui serait délicieux s'il n'était pas écœurant, qui s'appelle « La révolution culturelle de l'an 2 ». N'est-ce pas? Il s'agit de la déchristianisation. Et à cet égard, moi je tiens que les Vendéens furent des combattants de la liberté. Et d'abord des combattants de la liberté de conscience et de culte, mais d'abord de la liberté de conscience. La liberté de culte n'est que l'exercice extérieur de liberté de conscience, qui est une liberté intérieure. Et c'est le grand paradoxe de cette affaire, c'est que ceux qui prétendaient apporter la liberté apportaient en fait le massacre, et que c'est ceux qui résistaient à ça qui étaient les vrais combattants de la liberté. Mais que voulez-vous, ça n'est pas une nouveauté. Nous avons vu au XXe siècle, n'est-ce pas, les fameux, et vous aviez un peu des pouvoirs communistes qui prétendaient aussi aboutir à la désaliénation, à la société sans classe, une société dans laquelle il n'y aurait plus aucune injustice, et où tout le monde aurait selon ses besoins. Et puis il y avait des dissidents. Et qui étaient les vrais combattants de la liberté? C'était les dissidents. Qu'un Solzhenitsyn arrivant en Vendée en 1993 dise « Le combat des Vendéens, c'est le mien », n'a rien de surprenant. Solzhenitsyn a été un combattant de la liberté aussi, et les Vendéens aussi. C'est complètement contre-intuitif, et on comprend le scandale, et pourquoi est-ce qu'on a essayé de mettre la Vendée sous le boisseau pendant un siècle. C'est que c'est presque de l'ordre du blasphème, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça que je pense que cette histoire est actuelle. Quand je dis je crois pouvoir dire que nous pensons au souvenir vendéen que l'histoire de la Vendée, nous sommes totalement apolitiques, mais est un combat de la liberté, et que Philippe de Villiers disait que la Vendée c'est une province de l'esprit.
Je crois que c'est un petit peu comme ça qu'il faut le prendre. Hein. De toute façon, aujourd'hui, personne n'est contre la République. Enfin, en tout cas, pas moi. Hein. Ça fait 40 ans que je travaille pour elle et je vous assure que j'ai pas de problème avec ça. Personne... Bon, alors, il y a certainement quelques personnes... Il y a certainement quelques personnes qui ne sont toujours pas d'accord. Mais dans l'ensemble, il me semble qu'aujourd'hui, la République n'est plus un sujet de discorde. Mais, que voulez-vous, c'est une République dans laquelle vous pouvez aller à la messe dimanche sans vous retrouver sous la guillotine lundi. Ce qui... nous ne sommes pas dans le même cas de figure de 94. Dire qu'on insulte la République, hein, parce qu'on me l'a sorti, non. Vous savez, République et monarchie, ce sont des formes politiques. Mais les régimes politiques, il n'y en a que trois, et c'est Montesquieu qui le dit. La démocratie, l'aristocratie et la tyrannie. Et ces formes peuvent être républicaines comme elles peuvent être monarchiques. La République, ça peut être une république démocratique et populaire, une république islamique, ça peut être... ça n'est pas la même chose tout de même que la République française que nous connaissons. Ou ça pourrait être la République de Venise ou la République de Gênes, qui sont des républiques aristocratiques, ou la République romaine, ou la République d'Athènes, qui sont gérées par des sénats, qui sont des familles, qui tiennent héréditairement le pouvoir. De la même manière, la monarchie, ça peut être Gengis Khan ou Néron, c'est pas la même chose que si c'est Élisabeth II ou Charles III. Bon. Et ça peut même être une monarchie aristocratique, comme on l'a eu au XVIIIe siècle et au XIXe en Angleterre. Donc la question, c'est tyrannie, aristocratie ou démocratie. La République de 1793-94 est une tyrannie, au sens littéral du terme. Vous savez, tyran, ça vient d'un épisode de l'histoire grecque, les 30 tyrans d'Athènes. Là, on avait les 12 hommes du comité de sa République. C'était une république tyrannique. Nous sommes dans une république démocratique. Il n'y a aucune raison de penser que la République actuelle ait quoi que ce soit à voir avec celle de Robespierre. J'y insiste un petit peu, tout en insistant que nous ne sommes pas engagés politiquement, pour dire qu'il faut séparer les choses. Quand j'insiste simplement ici sur le fait que je ne suis pas en train de tenir un discours qui est hostile à la France dans laquelle nous vivons. Et soutenir la mémoire vendéenne, ce n'est pas l'opposer à la France dans laquelle nous sommes. C'est au contraire souligner que les Vendéens furent peut-être, à cette époque-là, ceux qu'il y avait de mieux en France. Ceux qui disaient, ben, nous avons notre vie, nos traditions, notre mode de vie, nos croyances, et nous voulons qu'on les respecte. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut être catholique. Ou pas catholique d'ailleurs. Et donc, nous n'avons pas de problème avec ça. En 93-94, vous alliez à la messe le dimanche, vous étiez sous le couperet de la guillotine le lundi, si on vous attrapait. On n'est plus dans cette situation-là. Donc, je pense que cette histoire vendéenne, c'est une histoire qui est encore actuelle. C'est un combat de la liberté. Alors, les faits historiques ne se reproduisent jamais à l'identique. Mais la tentation de la tyrannie et la tentation de la tyrannie sur les esprits, elle est de toutes les époques. Et ça peut toujours ressortir. Donc c'est bien, surtout pour vous, enfin, moi je ne suis pas vendéen, mais pour vous qui êtes de ce pays-là et l'héritier de cette histoire-là, ce serait bien de vraiment en maintenir le souvenir, parce que c'est le souvenir d'un combat pour la liberté que nous avons tous à mener, mais évidemment pas de la manière dont les Vendéens l'ont mené en 93-94, parce qu'on n'est pas dans la même situation. Mais ils ont mené un noble combat, et ils l'ont mené d'une manière absolument admirable. Et à la fin, ils ont gagné, parce qu'à la fin, il y a eu le Concordat. Et le Concordat a rétabli la liberté de culte, et à ce moment-là, la Vendée ne s'est plus soulevée. Il y a eu quelques petites vaguelettes, mais elle ne s'est plus soulevée. Elle ne demandait que sa liberté de conscience et de culte. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, bien que je termine par là, engagez-vous, n'est-ce pas? Rejoignez donc le souvenir vendéen, parce qu'il ne s'agit pas seulement, le souvenir vendéen n'a pas pour objet la reconnaissance du génocide en Vendée, soyons clairs, mais il a pour vocation de sauvegarder et de transmettre une mémoire.
Et cette mémoire, vous la connaissez puisque vous êtes du pays, vous avez peut-être des archives, vous avez peut-être des souvenirs. Eh bien, il y a encore des textes à collecter, il y a encore des plaques commémoratives à poser, pas seulement à Vertou pour dire qu'on a massacré tout le monde en septembre 94, mais voilà. Vous avez ce patrimoine, vous en êtes les premiers héritiers, encore que moi n'étant pas vendéen, je revendique absolument la Vendée comme mon patrimoine, mais c'est votre patrimoine au premier chef, et c'est peut-être à vous de le faire vivre d'abord. Le Puy du Fou est une chose remarquable, et ça sidère d'ailleurs un certain nombre de gens de dire mais comment est-ce qu'au XXIe siècle on réussit à avoir des choses pareilles. Oui, ça les choque, mais ça ne peut pas nous choquer, parce qu'on sait d'où ça vient, et on sait ce que ça vaut.